Vous êtes toujours à l'écoute d'Immédiat et toujours cette émission témoin avec notre invitée aujourd'hui, Anne Paris. Anne, donc tu nous parlais pour finir la première partie de la réalisation du clip et de la manière dont cela s'était passé. Au préalable, je t'avais posé la question de ta relation durant 17 ans avec cet homme, sans pour autant rentrer dans l'intimité parce que c'est pas tant... puis la personne n'est pas là, bien évidemment. C'était la manière dont tu as, toi, été durant 17 ans, une compagne, ayant eu un enfant, donc 5 ans avant de mettre fin à cette relation. La première question, c'est est-ce que Anne est facile à vivre au quotidien dans la relation avec un homme ? D'accord. Ah non, je crois pas. D'accord. Je pense qu'il faudrait leur demander. Oui. À eux. Les hommes avec qui j'ai vécu, vraiment, il y en a 2 en fait, et c'est les pères de mes 2 enfants. Donc, mais d'après ce que j'entends de ce qu'ils me disent, non, c'est pas facile de vivre avec moi. En quoi il y a... ça, c'est... Exigeante ? Oui. À quel Exigence. C'est difficile de se parler, enfin de se faire un regard sur soi-même. Mais c'est très difficile cette question. En fait, parce qu'en fait, j'entends dire, ou je vois que pour eux, oui, c'est pas toujours facile mais pour autant, j'ai pas envie de changer. Mais c'est pas par résistance, c'est juste que je pense que c'est comme ça qu'on avance en fait. Moi, je suis exigeante, oui, mais en quoi je suis exigeante ? C'est ça que je suis en train d'essayer de me demander au vu de ta question. Déjà, je vais m'exprimer. C'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, je ne vais pas le laisser passer. Et je vais, si je peux, émotionnellement en parler tout de suite, voire très rapidement, et pas laisser les choses des strates, parce que ça, au bout d'un moment, ça explose. Donc voilà, et ça c'est pas facile parce que quand il y a l'émergence d'un conflit par exemple et que je vais dire oui il faut le traiter ce conflit, c'est pas toujours le moment, il y a d'autres choses qui sont prévues, il y a des choses à faire, donc il y a des tiraillements qui sont possibles et c'est difficile, mais la vérité aussi, enfin dire la transparence. Oui. En tout cas, par rapport aux engagements qu'on a pris, puisqu'on prend des engagements dans une relation à 2, même s'il n'y a pas de mariage, enfin d'institution, mais il y a quand même des engagements qui sont pris. Voilà. Donc, je pense pas être facile à vivre aussi parce que je sais pas, c'est dur ça. Il faudrait leur demander vraiment, mais ce qu'on me renvoie, oui, c'est que je suis cash, quoi, aussi, parfois. Un peu trop, peut-être. Et même avec mes amis. C'est-à-dire que je vais pas leur dire « Oh, mais ma chérie, c'est pas grave », si je pense pas que c'est pas grave, par exemple. Je vais leur dire ce que je ressens en essayant d'être bienveillante, mais je vais leur dire ce qui est pour moi... Enfin, j'ai envie de dialoguer sur les choses justement qu'on va peut-être cacher parfois. Où on dit ça je vais pas lui dire, ou ça tant pis. Non, en général, donc du coup c'est parfois pour les autres c'est pas forcément facile, je crois. Parce qu'il y a dans le fait d'être direct ou de dire les choses dans cette transparence-là, quand on sent justement l'émotion qui est représentative d'une tension intérieure. Il y a une manière d'amener les choses potentiellement. On pourrait là parler de la CNV, la communication non violente. Donc ça, c'est une chose qui est un outil magnifique. Je ne sais pas si c'est praticable dans la vie du quotidien sans pour autant qu'on ait utilisé cet outil-là. Mais en tout cas, dans le fait de dire les choses, est-ce que tu penses que tu as... parce que tu parles de bienveillance. Est-ce que tu penses que tu arrives à donner le fond en y mettant la forme ? Et la forme, c'est d'y amener une certaine douceur, même si le fond est très dur à entendre. Ou est-ce que c'est, dans ta manière d'être, d'une manière générale, parce que c'est toujours au cas par cas,
ou est-ce que c'est plutôt assez brut de décoffrage, je balance le truc parce que c'est ce qui se présente là, et puis après, ok, alors attends, je me suis posé, l'émotion est passée, je reviens un petit peu, désolé, pardon. Alors, pareil, dans le flot des années qui ont passé, etc., j'ai fait un travail déjà pour me rendre compte de ce que je ressentais au fur et à mesure, parce que parfois on s'en rend pas compte. Par exemple, on peut avoir une réaction très directe et pas savoir qu'est-ce qu'elle touche derrière, quel est le levier derrière qui est caché. Donc ça, c'est le travail. Enfin, j'ai fait ce travail-là aussi. Alors ça ne veut pas dire que maintenant, chaque fois qu'il y a une émotion qui monte, je la considère, je dis tiens, c'est la grand-mère, c'est tel événement, c'est ce moment-là, c'est ça, c'est telle mémoire. Non, j'ai pas encore intégré tout le temps ça, mais quand même, je peux dire les choses. Par exemple, c'est rare que je m'énerve, mais ça peut m'arriver. Mais voilà, il y a une partie des émotions qui sont gérées, il y a une manière de dire qui est gérée. Parfois, alors oui, ça c'est un débat que j'ai parfois avec Yann qui me dit que je pourrais dire les choses, pas sur le fond mais sur la forme, d'une autre manière qui soit plus... Voilà. Donc j'ai beau faire le travail que j'ai fait, je pense que je reste... Et c'est aussi... Pour moi, c'est aussi de prendre la peine, entre guillemets, d'accompagner quelqu'un. Parfois, c'est très facile, en fait. Et là, je ne parle pas forcément des relations de couple, même des relations amicales, je dirais. C'est très facile de laisser l'autre dans ses problèmes sans aller débusquer ou lui faire toucher du doigt, justement, ses fonctionnements. Parfois, on a la flemme parce qu'on se dit, voilà, il fait ce qu'il veut, il est responsable, etc. Et de l'extérieur, une personne de l'extérieur, ça va être très facile de dire, mais tu vois ça, c'est ton conditionnement de ça. Parce que tu la connais assez, cette personne, c'est un ami, tu sais plein de choses de sa vie, de sa famille, et tu le vois. C'est facile. Enfin, tu vois, facile à voir pour les autres. C'est ça. Ouais. Et donc, soit tu lui dis pas parce que tu sais que il va résister, que ça va être douloureux peut-être, etc., qu'il résiste de toute façon ou qu'elle résiste. Donc, soit tu fais tant pis. Soit à un moment, tu dis j'aimerais bien que cette personne, j'aimerais bien l'aider en fait à transformer ce qu'elle a transformé. Donc tiens, crac, je vais aller un peu appuyer où ça fait mal. T'aimes bien ça? Non. Mais tu le fais. Je le fais parfois, mais pour moi, c'est vraiment dans un but d'aider. Un mal nécessaire? Enfin, le mal dans le sens où la personne peut-être... oui. Oui, c'est ça, parce que on n'a pas toujours envie d'entendre. Et c'est pareil pour moi. Quand si on me fait une critique, je vais peut-être résister sur le coup. Je vais dire oui, mais c'est parce que blabla. Mais dans certains cas, c'est très intéressant. Et pour parler de la CNV, il se trouve que j'ai fait une formation là récemment de coaching avec des gens que je trouve super, à Dialogue Coach, un couple justement. Et donc c'est assez fort. Elle s'appelle Muriel et Jean-Loup Ecker. Donc ils font cette formation qu'ils animent à deux. Déjà c'est un très beau... je fais un mouvement, voilà, une belle synergie féminin-masculin. Et nous ont donné accès à plein d'outils. Donc j'ai déjà fait plein d'autres choses qui vont déjà dans ce sens. Mais là, je vois maintenant qu'est-ce que tu veux dire vraiment par CNV, puisque justement, Jean-Loup, il m'a coaché sur une chose en CNV, qui était quelque chose que je pourrais raconter d'ailleurs, mais qui jamais je n'aurais vu à quel point cet événement qui m'avait, où j'étais pas bien avec, où c'était difficile pour moi, etc. Mais là, il m'a vraiment fait prendre conscience, juste avec la pratique, de questionnement, etc., qu'est-ce qui était derrière, et qu'est-ce qui était derrière, et qu'est-ce qui était derrière. Et c'était super intéressant, super fort. Et après avoir fait ça, maintenant, je suis, comment dire, oui, c'est une autre manière de pouvoir voir son conditionnement, de dire il y a des gens qui disent oui, je suis comme ça. Non, on n'est pas comme ça. Souvent quand on réagit, quand on s'énerve, on réagit à quelque chose et ce quelque chose, il nous appartient. Il faudrait comprendre ce que c'est. Parfois c'est clair, on l'a déjà vu, parfois pas. Ça m'est arrivé, donc ça m'arrive très rarement en fait de m'emporter et de dire les choses cash. C'est très rare maintenant. Ça m'arrive quand même. Ouais. Et chaque fois que ça m'arrive, si j'ai la chance que quelqu'un puisse m'aider à le débugger, parce que c'est pas toujours justement, si ça m'arrive, c'est que c'est une zone d'ombre. C'est ça, c'est une zone qui n'a pas encore été explorée.
Et donc, si j'ai la chance que... Et la dernière fois, c'est Yann qui m'a aidée, parce que, alors là, c'est quelque chose qui m'a vraiment agacée. Et donc... D'être aidée ? Hein ? D'être aidée ? Non. Quelqu'un a dit quelque chose qui m'a agacée. Et il n'y avait aucune animosité envers la personne elle-même, mais sur ce qu'elle a dit, le contenu. Donc, je suis partie un peu en flamme, en disant, mais quand même, blabla. Et là, c'est Yann qui m'a dit... tu vois ? Et après, il m'a aidé le lendemain. On a cherché pourquoi j'avais eu cet élan. Cette réaction. Et on a trouvé. Et c'est vraiment des choses, tu vois, dans le sens où tu descends dans ton ressenti. Et si quelqu'un t'aide et te pose des questions, c'est un peu ça la CNV aussi. Hein, qu'est-ce que tu sens et où tu le sens dans ton corps. Et là, tu commences à dire, ah oui, mais ça me fait penser à ça. Ah bah tiens. Et là, tu commences à vraiment ouvrir des espaces qui étaient bien fermés, secrets. Alors là, tu nous dis ça... avec le recul, la femme de 55 ans, voilà, c'est ça. au regard de cette relation, juste parce que je t'ai posé la question de savoir par rapport à la manière dont tu pouvais peut-être être à un moment donné véhémente, ou le fait de dire les choses, ou est-ce que Anne, c'est aussi être à l'écoute et accueillir la différence de l'autre quand il est, entre guillemets, faible, quand il n'est pas bien? Ah bah oui. Je pense que vous avez... Ah bah ça oui, ça non ça oui. question. Je pense que ça c'est ma grande qualité quand même. C'est-à-dire peut-être c'est le contrepoint justement de cette exigence, mais oui bien sûr je peux passer beaucoup de temps à écouter l'autre, à l'accompagner dans son questionnement, etc. Et en couple en particulier. Ou à l'aider, à le motiver s'il y a besoin de motivation, à l'écouter, à être présente. Qu'est-ce qui fait que, bon, alors, autant avec Thierry, ton premier compagnon, 17 ans, un enfant, un garçon, qui aujourd'hui a 21 ans, et puis aujourd'hui Yann Kounen, une fille ensemble, mais Yann ayant aussi eu un enfant avec une autre compagne. Entre les deux Anne, de ces deux relations, aujourd'hui tu comprends, j'allais dire, le mécanisme des émotions et qu'est-ce que ça peut soulever intérieurement, ce à quoi ça pourrait répondre, donc une émotion, qu'est-ce qu'il y a comme de sous-jacent, à quoi j'ai réagi, être en réaction, ou alors il y a cette prise de conscience, pourrait-on dire, de la femme mature que tu es. La différence que tu ferais, fondamentale, pour toi, entre la femme que tu étais dans cette première relation et la femme que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui te manquait peut-être à l'époque dans ta manière d'être qui aujourd'hui, tu le vois, a été quand même quelque chose de peut-être un frein ou de récurrent, un schéma qui était là, qui était répétitif et qui t'a lésé. Je te dis ça avec le recul, hein, sachant que peut-être tout était parfait et à sa place, puisqu'on évolue, hein, on est sur le chemin. J'ai plein de pistes de réponses à cette question. Lésé, non, c'est pas un mot qui me parle. Ce que j'ai l'impression, c'est que justement, j'ai exploré certaines choses avec mon compagnon de l'époque pendant des années, avec tout ce que ça a comme richesse, diversité, etc. Donc avec Thierry. Et ce qui fait qu'à un moment, cette relation s'est terminée, alors que on s'y attendait pas, c'est qu'effectivement j'ai rencontré Yann. Yann, je le connaissais déjà, donc, mais c'est juste que on est tombé amoureux quand on est parti au Pérou. Et qu'est-ce que ça a amené d'autre, alors que j'avais une relation très très harmonieuse en fait avec le père de mon fils, avec Thierry. Même si, comme dans tous les couples, on titille, on avance, etc. Mais c'était très harmonieux. Et c'est la partie spirituelle qui m'a appelée. Parce qu'en fait, on pouvait avoir avec Yann cette complémentarité sur le fait qu'on est des explorateurs de la conscience. Enfin, c'est moi qui dis ça comme ça. Et avec Thierry, j'avais un partage, je pouvais parler de ça, etc. C'était ouvert. Lui était beaucoup plus intéressé par les êtres humains, le social, la politique, et moi plus par les choses peut-être artistiques et spirituelles. Mais tout ça fonctionnait très bien. Mais avec Yann, il y avait cette complicité, je dirais,
et cette potentialité d'être explorateur de conscience, donc d'explorer et de pouvoir se dire tiens, j'ai eu ça, il s'est passé ça, parce que quand tu fais un travail intérieur, en fait, tu as souvent besoin de demander conseil à d'autres, aux autres, etc. Et d'avoir dans une relation amoureuse cette complémentarité sur une question en tout cas qui moi me fascinait complètement, qui est le mystère en fait de cette vie, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, etc. Oui, c'est ça, c'est cet appel en fait d'une symbiose non seulement d'amour mais spirituelle aussi. Voilà. La mère, être maman, donc maman. 2 enfants. Ah, être maman, ça c'est extraordinaire. Parce que, alors je le sais parce qu'on a eu l'occasion d'échanger dessus, mais la manière dont on conçoit les enfants et la manière dont on les amène au monde est importante pour toi. Est-ce que ça a été le cas avec ton fils déjà, la grossesse, l'accouchement, dans quelles conditions, quels étaient tes questionnements peut-être, ou tes peurs au fait d'être mère? Qu'est-ce qui a été difficile dans peut-être les premiers temps, l'éducation, le fait d'être mère? Ok, alors, ça c'est énorme, c'est très important pour moi. D'être mère, ça a été génial, j'ai adoré, alors que, a priori, je pensais pas que ça me ferait ça. C'est-à-dire, par exemple, ma maman à moi, elle m'a toujours dit « Mais toi, tu es indépendante, qu'est-ce que tu veux avoir des enfants? Pas besoin pour toi d'avoir d'enfants, tu es trop libre, tu as envie de partir, de voyager, des films et tout ça, tu n'as pas la place pour les enfants. » Et donc, je savais pas trop, mais j'ai pas fait des enfants très jeunes, en tout cas. Et à un moment, quand alors, qu'est-ce qui est important pour moi et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu 2 histoires d'amour, et de ces histoires d'amour très fortes, et de ces histoires d'amour très fortes, il y a eu des enfants. Donc, il y avait de l'amour. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure là dans cette première partie, le fait que que dans ma lignée, il y avait un moment où, du côté de ma maman, l'amour n'avait pas été transmis, et moi, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais l'amour n'a pas été transmis, mais on a retissé avec ma maman beaucoup et toute notre vie pour que le lien d'amour soit manifesté, c'est-à-dire il existe parfois dans ces histoires-là, mais il n'est pas manifesté, c'est-à-dire il n'est pas dit, il n'est pas montré par les bras, il est là, mais c'est comme s'il n'était pas activé en fait. Et donc on a activé ça avec ma maman pendant tout le processus. Mais je crois que ce qui l'a le plus épaté, c'est quand elle m'a vue avec mon bébé la première fois, parce qu'elle s'est dit mais en fait elle se débrouille très très bien. Et moi-même, j'étais surprise. Mais voilà, donc ça, c'est devenir mère pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de fondamental, qui était important, etc. Alors, est-ce qu'il a été désiré, ton fils? Et oui, mon fils et ma fille ont été désirés. À un moment, il y a eu quand même de se dire, tiens, quand même, il y a un appel de ce côté-là, allons le voir. Une peur à être mère? Alors là, pendant la grossesse, oui. Oui. Ah, mais même, oui. Moi, j'ai l'impression que après, il faudrait interviewer plein de femmes là-dessus, mais j'ai l'impression que la période de la grossesse amène forcément de la peur, et c'est pour ça que c'est initiatique. Parce qu'on a plein de peurs. Pour moi, c'est initiatique, ou potentiellement, je pense qu'il y a des femmes elles sont enceintes, et voilà, elles n'ont rien à dire de plus, c'est pas une initiation pour elles, mais pour moi, en tout cas, je pense que ça peut être vraiment initiatique, parce qu'il y a des peurs qui arrivent, par des rêves, par peur que l'enfant, est-ce qu'il va aller bien, est-ce qu'il sera bien, est-ce que ça va, le fait que tout le corps change tout le temps, le fait qu'on soit malade peut-être, enfin pas tout le monde, mais vomir, bouger, être fatigué, enfin tu vois, c'est un brassage énorme. Une grossesse, c'est vraiment quelque chose d'initiatique, quoi. Et donc dans ce chemin, par les rêves, par le psychisme, il y a plein de peurs qui remontent. Et là, tout le truc, c'est de les transformer. Parce que pendant la grossesse, si tu ne transformes pas tes peurs, tu risques d'avoir un accouchement, par exemple, beaucoup plus difficile. Si tu les transformes, ça c'est mon ressenti, je ne veux pas donner de leçons à tout le monde en disant faites ça ou ça, mais si tu te dis, tiens, pourquoi cette peur émerge ? Qu'est-ce qui se passe avec? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'attendrais du père, justement,
pour moi, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, les couples, c'était pas forcément harmonieux avec mes grands-parents, avec, tu vois, qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Avec l'enfant, enceinte, c'est pas toujours facile. Mais là, si tu y arrives, c'est magique. Voilà. Bon, en tout cas, c'est mon expérience. Donc oui, la maternité, pour moi, c'était plus ce côté initiatique de se dire, ok, j'ai peur, mais j'y vais, quoi. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe quand on fait un travail sur soi, homme ou femme. Et pour ce qui est de l'accouchement lui-même, oui, alors l'accouchement, j'imagine, tu parles de peur, donc l'accouchement avec tout ce qu'on peut imaginer, maintenant il existe une autre manière d'aborder la préparation durant la grossesse, l'accouchement. Donc, est-ce que ça a été, pendant ta grossesse, un questionnement? Tu t'es renseigné? Est-ce que tu voulais faire les choses, j'allais dire d'une manière classique, les pieds sur l'étrier, à l'hôpital, sans te poser de questions sur peut-être est-ce qu'on pourrait accoucher différemment, ou alors de t'intéresser à ce qui existe sur une nouvelle manière d'aborder ou de voir l'accouchement? Oui, non, ça me fait rire. Oui, bien sûr que j'étais pas du tout d'accord pour aller à l'hosto. Déjà, il faut se dire que moi, plus j'évite le milieu hospitalier, mieux je me porte. Donc c'est aussi ce qui m'a fait aller vers les médecines douces, parallèles, à part, atypiques, etc. Parce que je pense qu'il y a vraiment d'autres manières de fonctionner que simplement d'être un corps physique, qu'on coupe, qu'on ouvre. Bon, ok. Mais ça ne veut pas dire que la médecine traditionnelle n'est pas importante, intéressante et juste à certains moments. Ok, soyons aussi dans l'harmonisation des deux. Mais quand même, pour moi, si j'ai le choix, j'évite. Donc bien sûr, je suis allée me renseigner, voir où je pouvais accoucher puisque j'étais à Paris, avec le plus de douceur selon moi possible et puis de naturel entre guillemets possible également. Donc la première fois, après on chemine petit à petit, mais la première fois donc je suis allée à la maternité des Lilas. Et oui, j'ai fait une préparation à l'accouchement, j'ai fait du yoga, j'ai essayé d'ouvrir cet espace, mais c'est vrai, ce qui me semble le plus... Tu vois, si tu m'as pas posé cette question encore, mais je sais que c'est quand j'étais enceinte de mon fils Sandro que la spiritualité réellement s'est ouverte à moi. C'est comme si c'était resté un peu en sommeil et que là, le fait de porter la vie, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu vraiment... Et maintenant, je l'identifie vraiment comme étant le début et c'est même comme si lui, m'avait amené, parce qu'après je l'ai connu, j'ai vu quel enfant c'était, etc. Il m'avait amené justement ce lien d'amour supplémentaire. Pourtant, il était déjà là, j'étais amoureuse de ton père, il y avait tout l'amour était là, mais le fait de porter la vie, quoi, et de se sentir vraiment traversé par ça, ça a été vraiment une grande ouverture et un début d'une autre partie de ma vie en lien avec la spiritualité. Donc j'étais avec le père de Sandro à ce moment-là. Et donc comme quoi la spiritualité était déjà là avec nous aussi. Mais voilà. Donc ça c'est important. Et ce que tu m'as dit, c'est quoi? Oui, voilà. Il faut se battre quand on est une femme pour accoucher sans trop de dirigisme. Et même alors pour les Parisiennes, la maternité des Lilas, c'est un endroit où justement normalement on choisit un peu son accouchement dans la mesure du possible. Enfin ça je crois plus que ça le soit, parce qu'avec les réformes il y a 1 ou 2 ans, c'était 3 ans même. Mais enfin, il y a encore quelques espaces à Paris et je me souviens que j'avais donc acheté un spécial à l'époque où accoucher. C'était un spécial d'une revue, je sais plus laquelle. Et il y avait toutes les maternités de Paris. Et ce qui me sidérait, c'est que il y avait une petite rubrique à chaque fois, selon les endroits, il y avait écrit comment vous voulez accoucher. Et la plupart du temps, il y avait écrit, comme le médecin le décidera. C'est-à-dire, en général, comme tu dis, les étriers, tac, tac. Et moi, voilà, ça c'est le type de choses, tu vois, que je ne peux pas supporter. Je me dis, non, quand même, on est des femmes, on arrive, on se dit, peut-être j'ai plus envie d'accoucher comme ça ou comme ça, j'ai un rêve, justement, j'ai une idée, j'ai une envie, j'ai la sensation, j'ai une intuition, je voudrais essayer ça. Eh ben non. Tu as écrit, s'il te dit que tu mets les pieds là et que tu fais ça comme ça,
tu le fais comme ça. Bon. Et je crois qu'il y avait à peu près 3 endroits, dont la maternité des Lilas, peut-être les Bleuets et une autre, où on disait, voilà, à voir en gros, tu vois, où il y a potentiel. Voilà. Donc j'ai choisi cette maternité aux Lilas parce qu'il y avait quand même cette ouverture, ce potentiel. Il y avait des baignoires aussi pour pouvoir faire le travail au début dans l'eau. Voilà, oui, de se comporter. Moi, je pense qu'une des choses fondamentales que j'ai aussi envie de communiquer puisque maintenant j'écris des scénarios que je coécris ou que j'écris, le féminin et comment justement on nous a quand même contraints les femmes dans cette société-là qu'on vit. Il y a une partie très libre, très ouverte, mais il y a une partie très contrainte. Et moi j'ai envie de parler de ça et aussi du lien féminin-masculin, pas seulement des femmes. Ça m'intéresse les femmes, mais ça m'intéresse dans le lien aux hommes. Et voilà, donc par exemple, nous redonner ou qu'on se redonne nous-mêmes, parce que c'est nous, hein, c'est les mères avec leurs enfants qui ont fait passer des conditionnements, etc. Donc que les femmes se réautorisent avec la société à se sentir, avoir des intuitions, avoir quelque chose qui traverse, qui fait qu'on sait, et à ce moment-là, on est complètement dans une connexion de plus grand que nous, à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, pour le bébé ou pas. Mais si on est contraint de peur en disant « Ah oui, mais attention, mais il pourrait que… » alors là, bien sûr, on est des choses. Et donc, ces choses-là, enfin, si on n'a plus notre connexion à notre intuition, on va peut-être même jusqu'à aller à dire, prenons rendez-vous et vous me le déclenchez tel jour, comme ça. C'est ce qui se passe. C'est ce que font, voilà, c'est ce qu'ont subi certaines femmes. Il n'y a plus trop de personnel maintenant hospitalier. Il faut que ça soit un peu à la chaîne. Alors, c'est difficile d'avoir les îlots dont tu parles, qui étaient il y a encore quelques années, mais les budgets se rétrécissant, c'est extrêmement difficile d'avoir cette possibilité-là. Et oui, mais là, je pense, franchement, c'est à nous, les femmes, et à nos compagnons, hein, de retrouver cette force. C'est une force d'intuition, c'est une force aussi de se dire que à ces moments-là, on a besoin d'être dans certains univers. Il y a quand même aussi, ici en France, c'est très difficile d'accoucher chez soi, hein, mais il y a une partie où on doit vraiment se donner, s'autoriser ça. Il y a maintenant plein de mouvements aussi. Alors c'est vrai que peut-être il y a une société qui continue à être sur des chemins très dirigistes ou très médecine traditionnelle avec des épisiotomies à tout va, des péridurales tout le temps, etc. Je suis pas contre, hein, je suis contre rien. Mais moi, ma première fois, j'ai eu une épisiotomie, hein, tu vois, tu sais ce que c'est, on coupe pour que le bébé il sorte plus rapidement. Et je peux te dire que une épisiotomie, tu mets 3 semaines, 1 mois à t'en remettre parce que t'es recousu, mais droit. Alors qu'une déchirure, si elle est pas, le corps, il se déchire comme ça et ça se remet en 3 jours. Enfin, c'est mon expérience, ça. Donc, ok, parfois on veut bien faire en disant ça sera plus net, on va faire une coupure, après on reprend, tu as des points, et puis finalement ta géographie déjà intime a complètement changé. Bon, quand tu accouches, de toute façon ça change, mais en plus il y a une intrusion, tu vois, avec certains gestes médicaux qui vont amener de la force là où il n'y a pas besoin, parce qu'il y a déjà tout le mouvement de la vie, les contractions, enfin tout ce qui te, tu vois, à un moment d'accouchement. Et donc voilà, ce manque d'écoute de soi, du corps, etc. Moi, j'ai envie de dire aux femmes, il y a aussi des espaces de plus en plus de femmes qui se parlent, ce qu'ils appellent les tentes rouges. Enfin, moi, je suis pas engagée spécialement dans ces chemins, mais j'ai pas envie de m'engager que pour les femmes. Moi, ce qui m'importe vraiment, je crois, c'est m'engager pour le féminin masculin. Et pour moi, c'est ça vers quoi on va maintenant. C'est une harmonisation du féminin masculin. Ça a toujours, tu vois, quand je disais, je supportais pas qu'on dise les femmes, les hommes. Non. Réunifions-nous et soyons acteurs en fait de notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a envie ? Est-ce qu'on a envie d'être pris en charge comme des objets à la maternité avec des machines qui nous déclenchent nos accouchements, ou est-ce qu'on a envie d'être dans notre intuition ? Et voilà, si les femmes en ont envie, c'est à notre portée. C'est l'occasion, comme tu le disais, là, d'aborder une autre partie de ta vie, parce que tu parles de cette grossesse comme étant le déclic pour t'intéresser à la spiritualité. Alors c'est un mot un peu fourre-tout, un peu vaste, mais en tout cas les questions d'ordre existentiel, où là ça a pris une ampleur importante.
là, ça m'intéresse de savoir comment tu as pu t'orienter dans ce vaste monde de pratiques, de techniques, d'ouvrages, d'accompagnants ou plus. Bref, comment est-ce que... Parce que tu parlais du yoga. Et, alors, je ne sais pas quel est l'outil, quel est le livre, quelle est la personne, comment est venu le questionnement? Parce que, alors, est-ce que c'est juste effectivement le fait d'être, tiens, j'ai la vie en moi, tiens, sort de ma matrice un enfant, je donne la vie. Enfin, c'est vrai que c'est quand même... c'est magique. Hein. Donc, carrément. Quelles sont les questions qui ont été suscitées au point d'aller dans telle ou telle direction? Alors, déjà, il s'est passé une chose assez très forte, en fait, à la naissance de mon fils. C'est que quand je l'ai eu dans mes bras, j'ai eu l'impression de le reconnaître. Donc, c'était un petit bébé. Mais c'est pas le bébé que j'ai reconnu, c'est l'être. Et je me suis dit, mais je te connais. Et c'est même la phrase qui m'est venue, c'est « Oh, c'est toi ?» Bon, ça, je me suis dit, mais c'est très étrange. Comment je peux penser que je reconnais cet enfant qui est mon bébé alors qu'il vient de sortir de mon ventre, mais comme si je le connaissais déjà d'avant. Et donc ça, c'était juste une interrogation. Tiens, bon, alors ce que j'adore aussi dans la naissance, c'est que pour moi, enfin ça c'est pareil, je peux le dire maintenant, mais dans la naissance, les portes sont ouvertes, j'appelle ça. C'est-à-dire que, mine de rien, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment on naît et on meurt. Et on ne sait pas s'il y a du avant et s'il y a du après. On peut après en avoir une idée ou on choisit de croire des choses, mais en tout cas, ça se passe comme ça. Voilà. Et quand à l'entrée ou à la sortie, moi, c'est l'expression que j'utilise pour dire les portes sont ouvertes, c'est-à-dire que entre ces deux mondes, il y a une grande ouverture. Et c'est des moments de la vie qui sont très différents des autres. Je pense que quand on accompagne quelqu'un qui est en train de mourir, ça m'est arrivé pour ma maman, voilà, la porte est ouverte. Et c'est dur, mais il y a quelque chose, voilà, on ne l'oubliera jamais ce moment-là. Et c'est pareil à la naissance. Quand la porte s'ouvre de la vie qui arrive, c'est des moments incomparables. Voilà, ça, du coup, il me fascine, il me touche énormément ces moments. Il y a une émotion de cette circulation de la vie, là. Voilà, donc je pense qu'à la naissance de mon fils, les portes étaient ouvertes et que j'ai eu ce grand questionnement en disant « mais c'est toi, je te connais ». Et j'avais l'impression de vraiment le connaître et même d'avoir eu d'autres vies, d'autres histoires, j'ai envie de dire, d'autres expériences ensemble. Quand je dis vie, je veux pas dire, je sais pas exactement si j'ai vraiment vécu les mêmes choses, mais c'est comme si je me souvenais des histoires que j'aurais pu vivre et notamment qu'on était frères et sœurs, enfin plein d'images comme ça et de sensations qui me paraissaient très disponibles en fait dans notre relation, comme vraiment si je le retrouvais plutôt que je le découvrais. Voilà, ça c'est par exemple c'est un point de départ important. Et pour parler de ma fille après, donc je voulais juste clore ça parce que ma fille, j'ai accouché à la maison et ça c'est une histoire complètement magique parce que justement je n'avais pas vraiment décidé d'accoucher à la maison, simplement nous n'avions pas parce que d'abord il y avait deux raisons. Il y avait qu'on n'avait pas d'appartement, qu'on en cherchait un depuis des mois, enceinte, etc., mais qu'on n'en avait pas. Personne ne nous louait pour l'instant. Et d'autre part, qu'en France, il est très difficile d'accoucher à la maison. Et voilà, donc, et interdit, plus ou moins. Il n'y a pas, comme dans certains pays nordiques, le bloc opératoire qui t'attend en bas au cas où ça se passe mal. Il n'y a pas tout ça. Donc, et les sages-femmes qui pourraient le faire sont quand même en danger. Donc, bon. Et il se trouve que nous avons trouvé l'appartement, on a signé le bail 15 jours avant la naissance de notre fille, et puis on a ensuite emménagé 4 jours avant, et là, je suis allée voir un samedi, donc après qu'on ait emménagé ici d'ailleurs, je suis allée voir... la sage-femme qui m'a dit là franchement ça serait bien que vous accouchiez, vos reins, tralala. Et donc je suis rentrée ici et j'ai dit à Yann, écoute, maintenant c'est bon, il faut que le bébé vienne
parce qu'on avait des choses, il avait des choses à faire, il n'était pas forcément là, mais on voulait être ensemble, donc il fallait se caler. Je dis maintenant c'est bon, on se cale. Alors il a dit ok, je vais faire une balade, et quand il est revenu, il m'a dit c'est bon, je suis prêt. Moi, entre-temps, j'ai dit à mon bébé, écoute, tu viens quand tu veux. Voilà, et c'était un week-end, un samedi, et il y avait nos 2 garçons, parce qu'on était en garde alternée, donc ils avaient 8 ans, et ils étaient là. Et il y avait, voilà, c'est tout, à ce moment-là. Et puis je crois je sais plus vers quelle heure, j'ai commencé à sentir que que j'avais des contractions. Donc j'ai mis, et j'étais en train de faire à manger, je me souviens très bien. Et après, j'ai perdu les os à table. Donc on était tous les 4. Et là, j'ai dit, bon, ok. Je suis allée dans les toilettes, et ça s'est fait très vite après. J'ai accouché en 2 heures à partir du moment où j'ai perdu les os. Wow. Donc voilà. La première fois, j'avais accouché en 6 heures, mais pour un premier bébé, c'est déjà court. Et alors pour dire que donc j'ai pas eu de péridurale les 2 fois, mais j'ai la chance d'accoucher aussi assez rapidement. Mais cette chance, c'est peut-être lié au travail que je fais aussi, et au fait de faire du yoga, enfin tout un nombre de choses. Enfin, je veux pas dire que si on faisait toutes du yoga et qu'on travaillait toutes sur nous, il y aurait que des accouchements super, mais peut-être que ça y contribue, et en tout cas, espérons-le même. Bref, et donc voilà, le temps que j'appelle la sage-femme, que Yann appelle la nounou qui devait garder les enfants, et c'est notre sage-femme qui devait nous amener à l'hôpital, à la maternité. Et là, le choix, c'était que justement, être suivie par une sage-femme qui peut, être accouchée par elle. Ce qui n'est pas toujours le cas, notamment au Lila. Vous êtes accouché par qui est là ce jour-là, dans l'heure de garde, etc. Donc là, c'était d'avoir un suivi, une relation avec une personne, et d'accepter d'aller un petit peu à l'hôpital, à la maternité, qu'elle avait choisi, qui était l'endroit qu'elle aimait, elle, etc. Ok. Et sauf que le temps qu'elle arrive, en fait, elle est venue en taxi et pas avec sa voiture, parce qu'elle a senti, quand je lui ai dit que j'avais des contractions rapprochées, qu'il fallait qu'elle se dépêche. Et elle s'est dit, c'est pas grave, le taxi va attendre, on va aller ensemble avec le taxi et c'est ok. Sauf que quand elle est arrivée, moi j'étais dans la baignoire et mon col était déjà bien ouvert. Et là, elle a dit à Yann, elle lui a dit, mettez des sacs poubelles sur le lit, on n'a pas le temps, quoi. Et donc, il était un peu désemparé. Mais cet enfant est né ici, à la maison, et c'était vraiment ce que j'aurais souhaité de plus... Voilà, si j'avais pu le créer, et d'ailleurs peut-être que je l'ai créé, donc, et comment je l'ai créé? Ça, c'est une question que je me pose souvent, parce que souvent, j'essaye de créer ma réalité. Parfois, j'y réussis, parfois pas. Et je sais pas vraiment comment, mais j'ai l'impression que c'est le cœur, en fait. C'est quand on a un élan tellement fort de... C'est même plus le mental qui dit « j'aimerais que », c'est le cœur. C'est du non-verbal, en fait. Et quand j'ai dit à mon bébé « tu viens quand tu veux », déjà j'ai eu 2 intuitions là, parce que les portes s'étaient déjà ouvertes, je dirais, mais j'ai pensé que j'avais de l'aide, et que cette aide, elle venait du Cœur Planète et du Cercle des Femmes. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ni le Cœur Planète a priori, ni le Cercle des Femmes. Je sais juste qu'à un moment, ces 2 mots sont venue, et que je savais que je serais aidée. Et donc la sage-femme est arrivée, on n'est pas reparti à la maternité puisqu'il n'y avait pas le temps, et comme elle est venue en taxi, elle n'avait rien. C'est-à-dire, elle avait normalement, dans sa voiture, elle a un monitoring, enfin, elle n'avait rien. Donc elle m'a couchée avec une bouteille d'huile d'arnica qu'elle lui a donnée, c'est tout. Et voilà, je pense que si j'avais... En plus, elle a fait un geste médical, c'est-à-dire qu'elle a tourné le bébé qui avait la tête en bas, mais qu'il fallait qu'on la retourne. Voilà. Donc, elle l'a fait à chaque contraction, et elle n'aimait pas du tout faire ça, parce qu'elle avait elle savait pas ce qui se passait pour le bébé, elle savait rien. Et que... Elle, pour elle aussi, c'était un sacré lâcher-prise. C'est ça. Et il a fallu vraiment qu'elle... Et peut-être même que si on était arrivé à la maternité, peut-être qu'il m'aurait même fait une césarienne pour ça, parce que c'est des gestes qui font plus de tourner le bébé comme ça. Maintenant, les sages-femmes savent le faire, pas toutes, mais elles savaient bien le faire. Mais pas toutes, parce que maintenant, normalement, comme ils prennent pas de risque, ils prennent pas le risque de tourner la tête du bébé, parce que bon. C'est un cordon ombilical. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc là, j'ai eu un accouchement à la maison, naturel, que j'aurais sans doute pas eu si on avait pu aller à la maternité.
et avec quelque chose de totalement magique, avec les enfants qui étaient là juste après, avec ce que j'avais fait à manger avant, je l'ai mangé après, la sage-femme a mangé aussi. C'était quelque chose de merveilleux. Oui, parce que on n'a pas la chance d'avoir ça forcément maintenant dans nos sociétés, en tout cas en France, de pouvoir avoir ce cadeau. Oui, et en même temps, c'est d'une intensité, c'est un lâcher-prise énorme. Je peux pas dire c'est merveilleux, parce que c'est tellement fort et on est tellement bousculé avec ça. Mais quand l'amour est là, quand finalement le bébé est vivant, que tout va bien et que oui, cette vie te traverse, quoi. Parce que quand tu vois ton bébé en tant que femme et parent, je pense que c'est peut-être pareil pour toi, tu te dis pas tiens j'ai fait ça. Tu te dis un bébé est là, qui a grandi dans mon ventre. J'ai pas eu l'impression de le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est m'adapter à ce flot d'énergie qui est très puissant et qui me remue tout le temps, T'avais 43 ans lorsque tu l'as eu, non? La deuxième, non, 41. 43, ouais, 40. Le fait d'avoir passé la quarantaine, est-ce que ça a été un questionnement là aussi pour toi par rapport Alors, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est très drôle parce que la première fois, j'ai eu une amyosynthèse parce que pour Sandro, j'avais fait une prise de sang qui disait que j'étais à risque, etc. Et donc, je m'étais laissée emberlificoter, je dirais, dans un schéma de peur à nouveau. Et bon, heureusement, tout allait bien, mais l'amyosynthèse, c'est quand même un geste intrusif, tu vois, et donc c'était pas du tout agréable, et voilà. Avec ma fille, justement, j'étais plus âgée, plus ci, plus ça, plus à risque et tout ça, mais j'avais appris de la première fois, donc je n'ai pas fait de prise de sang. Je suis allée faire des échographies quand même pour vérifier que a priori tout fonctionne, mais j'ai fait le plus light possible. Je suis jamais allée donc à l'hôpital ou à la maternité, puisque finalement je ne suis même pas allée pour accoucher, mais même j'ai choisi de voir une sage-femme dans un cabinet, et donc non, je me suis encore moins pliée, si tu veux. En fait, j'ai appris dans le sens où c'est mon intuition, c'est mon ressenti qui avait grandi avec l'expérience d'une première grossesse. J'ai fait aussi 2 fausses couches entre mes 2 enfants. C'est pareil. Non, donc tout ça c'est initiatique, et tu vois, quand tu dis le lien aussi entre l'accueil de la vie ou le fait d'être maman et les expériences spirituelles, la deuxième fois quand j'ai fait la première fausse couche que j'ai fait, donc c'était entre les 2 enfants, ça a été terrible. Et je suis allée faire un curetage, comme ils appelaient, et après j'ai saigné pendant 3 semaines, je faisais que des rêves de choses très violentes, enfin c'était vraiment, vraiment difficile à vivre. Pareil, je me suis dit, mais comment ça se fait? Alors, je pense qu'il y avait des choses sans doute mémorielles, ou je ne sais pas d'où venaient exactement ces rêves, si c'était d'autres vies, d'autres peurs, mais en tout cas, une fois que ça a été fait, que ça allait mieux, etc., là aussi, c'est devenu quelque chose de dire, bon, ok, j'aimerais bien que ça ne se reproduise pas comme ça. Déjà, tu n'as pas envie de faire de fausses couches, parce que ce n'était pas désiré. Mais bon, et la deuxième fois, j'ai refait une fausse couche, mais sauf que mon comportement était très différent. Déjà, je ne suis pas allée consulter non plus, parce que je savais que je suis allée consulter. Le médecin m'a dit, a priori, votre bébé, j'entends plus le cœur. Mais je suis allée voir quelqu'un qui pouvait, en tout cas qui m'a dit, écoutez, il n'y a rien à faire pour l'instant, laissez faire, mais j'ai peu d'espoir, là je pense que... Voilà, donc attendez, et j'ai pris des médicaments homéopathiques pour que ça descende naturellement sans faire le curetage. Ça a été le cas, ça l'a fait. Et ça l'a fait. Et après, j'ai pas stressé en me disant faut que j'aille à l'hôpital pour finir s'il n'y a pas, etc. Je me suis informée pour faire les choses avec un accompagnement. J'ai été voir des thérapeutes. Enfin, j'ai fait des choses. Mais je suis pas allée voir parce que la première fois, on ne sait pas. Effectivement, j'ai perdu du sang, mais peut-être que ça pouvait être infectieux ensuite, etc. Donc, voilà, on vous dit, et vous ne savez pas, donc vous faites certaines choses. Mais
c'est là où je dis on apprend à se faire confiance et à aller voir les personnes qui vont pouvoir vous accompagner et vous dire peut-être, écoutez là, vous avez tel et tel symptôme, vous avez fait les choses naturellement, mais maintenant c'est plus possible. Donc là, il y a la deuxième partie où on peut se faire aider médicalement, etc. Mais parfois c'est pas nécessaire. Et donc j'ai fait ma deuxième fausse couche sans aucune accompagnement médical. Je reviens sur la première fausse couche, notamment par rapport au couple à ce moment-là, parce que j'ai dans mon entourage aussi des fausses couches ont amené un couple à la séparation tellement ça avait été mal vécu. Oui. Alors, par les deux, hein, l'un ou l'autre. Enfin, de toute façon, c'est selon les attentes ou le désir d'avoir un premier ou pas. Bref. Donc, qu'est-ce qui, suite à cette première fausse couche, avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour l'union? Toi qui parles justement de faire cette union entre le masculin et le féminin et d'avoir la perte de la vie. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile au sein du couple, soit à renforcer, soit à soigner? En fait, c'est vrai qu'on s'est séparés après cette deuxième fausse couche. Donc c'était avec Thierry alors? Oui, en fait j'en ai fait une avec Thierry, une avec Yann, de fausse couche. Et je pense que c'était aussi lié sans doute à justement au fait que tu vois, il y avait une autre rencontre qui était en passe de se faire, et cet enfant, ça aurait pu vouloir dire que peut-être je restais avec Thierry. Enfin, et le fait que cet enfant ne vienne pas, ça ouvrait la porte à pouvoir partir peut-être. Et en tout cas, et c'était douloureux aussi pour ça, je pense, tu vois, de se dire que, en fait, moi, une des choses les plus difficiles dans ma vie, c'était me séparer de Thierry, je crois, parce que il y avait tellement d'amour et en même temps, tu sens que tu as envie d'explorer ou que tu es appelé par d'autres choses qui te semblent justes et tu vois. Ça peut être difficile pour l'autre, sans compter s'il y a entre guillemets pas de problème, pas de reproche. Pour bon nombre de personnes, tourner la page, ça implique souvent d'y mettre de la colère ou d'une rupture, quelque chose qui casse, pour, entre guillemets, faciliter la séparation et passer à autre chose. Et dans cette notion de transition, de dire « Ah ce qu'on a vécu, c'était super, merci, pardon, je t'aime, bonne route. » Ho'oponopono, ouais, c'est rare. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est rare. L'être humain a plus tendance à changer parce qu'il se prend des claques que parce que il estime que c'est plus le moment de on passe à autre chose et d'accepter ce nouveau ou ce renouveau. Donc j'entends là quand tu dis que ça a été difficile, et je dirais même c'est d'autant plus difficile quand on n'a pas de reproche à faire. Oui. Oui, je sais. Comment t'as géré ça? Je sais pas trop, tu vois, tu fais comme tu peux parce que tu as un choix à faire en fait. À un moment, tu as un choix à faire. Ouais. Et c'était sur moi que reposait ce choix, donc je pense que j'ai eu un bon moment et maintenant je pense que ça va mieux parce que aussi, j'ai aussi travaillé un peu sur ça, mais j'ai eu de la culpabilité à changer puisque c'est moi qui, en l'occurrence, tu vois, avait ce choix à faire et d'avoir envie d'explorer peut-être une autre relation avec cet aspect de partage plus sur la spiritualité. Je sais pas comment te dire, je sais pas comment j'ai fait, c'est juste qu'à un moment, il fallait que je choisisse et que j'étais... Voilà, c'est comme traverser un pont, quoi. Soit tu fais marche arrière comme ça, soit tu continues et j'ai continué. Et je pense que avec une vision, si tu veux, de loin, de plus vaste, tu vois, pas collée à ma réalité, il y a peut-être une justesse à ça, on va se dire ça. Mais bon, il y a eu des moments difficiles. Ça n'a pas été aussi simple. Enfin, ça a été simple parce que c'était ça. C'est ce que tu dis, c'est que il y avait vraiment l'amour était toujours là et. Est-ce que comment. Mais il quand fallait. Tu parles de culpabilité, Ouais. Quand tu parles de culpabilité, j'entends d'autant plus parce que peut-être que l'autre ne peut ne pas du tout comprendre. Enfin, je veux dire, c'est. Surtout, il n'y croyait pas. Ouais. Il n'y croyait pas puisque nous deux, tous les deux, on avait la sensation, sans tu vois, avoir fait de mariage ou quoi, on avait la sensation qu'on était ensemble pour la vie. Mais vraiment, je crois que c'était évident. Et donc,
quand moi j'ai dit, bah oui, mais finalement, je sens un appel là et j'ai... Je sens un appel, c'est intéressant ça. Hein. Et de répondre à ça oui. et de savoir si l'autre sent que ça... Souvent, je vais illustrer la chose comme ça pour ceux qui nous écoutent. Dans le cadre d'une relation, on peut se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, ce genre de choses pour éviter ce qui se présenterait là et de pouvoir accepter que l'autre dans ce qu'il exprime, à savoir il y a un appel. Je sais pas où ça va mener. Je sais pas si ça sera pour le reste de ma vie ou si c'est juste une aventure parce que on sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on gagne, hein. Toujours pareil. Hein. Et c'est quelque part un peu l'histoire que tu es en train de nous raconter, c'est à l'aune de tout ce que tu as eu l'occasion de vivre, à savoir partir sur Paris, l'aventure, d'être dans ce flot dont tu parles, d'être à l'écoute intérieure sans être sûr de quoi que ce soit, juste parce que il y a ça qui émerge du cœur, un appel ou une envie, un rêve, et de se laisser porter sans être sûr de rien, sans aucune garantie. Et d'autant plus difficile dans le cas d'une relation que aujourd'hui, dans ces relations qui existent, dire à l'autre, écoute, j'ai un appel. Je suis désolé, ça parle pas au mental. Et que l'autre dise, sois heureuse, que ce soit même sans moi. C'est dur. C'est sûr, mais je pense qu'il n'était pas prêt non plus forcément à me laisser partir. Mais voilà, en fait, ce qu'on avait, c'est la parole. Il y avait pas de mensonge, il y avait pas... Donc il y avait un échange, une parole, mais c'était dur. T'as douté ? Et des deux côtés. Douter de quoi ? Je vais te donner un exemple quand je parle de doute, c'est-à-dire que au regard de la société, ce que tu as eu l'occasion de vivre ou de formuler dans un premier temps, tes parents, tes amis, dire mais attends, Anne, qu'est-ce qui t'arrive ? Ok, tu tombé amoureux, tu peux pas, regarde, tu as construit 17 ans, tu as un enfant, tout va bien, qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est pour ça que je parle du doute. C'est-à-dire d'écouter cette voix intérieure, cet appel, c'est une chose. Il n'y a que toi qui peux réellement savoir, mais il peut y avoir une pression extérieure qui dit non, là, elle abuse, là, elle en fait trop. En fait, déjà moi, j'ai pas écouté au début, j'ai refusé. Parce qu'en fait, c'est que des choix. J'aurais très bien pu rester aussi et sans doute j'aurais été heureuse aussi parce qu'il y avait déjà plein d'ingrédients pour être heureuse. J'avais déjà été heureuse, il y avait eu des mouvements, mais c'était chouette, quoi, comme lien. Très beau comme lien. Donc l'extérieur, déjà, j'ai envie de te dire, c'est pas l'extérieur. Ce qui comptait pour moi, c'est les personnes en situation. C'est nous, tu vois, c'est dans le choix, c'est les dialogues, c'est ce qu'on pouvait... voilà, c'est le fait d'essayer de ne pas se faire trop souffrir alors qu'il y avait de l'amour. Voilà. C'est déjà bien, enfin, quand tu parles de c'est pas trop important l'extérieur, quand bien même je rejoins ce que tu dis, c'est pas forcément évident quand on le vit. Et les doutes, c'est pour ça que je te parlais des doutes. Non, Bon, oui, bien sûr, tout le monde dit ce qu'il a à dire, tout le monde dit mais tu es sûr, mais tu ne devrais pas, etc. Mais le doute, il vient plutôt de est-ce que je fais... Mais même pas, parce que j'allais te dire est-ce que je fais le bon choix, mais c'est pas une question de faire le bon choix. À un moment, c'est... Je voyais aussi autour de moi des gens qui ont justement fait le choix de rester dans des relations et qui du coup se sont pas donné l'opportunité de grandir, de se transformer ou d'aller vers cet appel. Et ça dépend. Il y a des gens, du coup, leur couple va s'étioler et ça va pas être mieux pour autant, tu vois, parce que justement, ils s'amputent d'une partie de quelque chose qu'ils pourraient vivre. Donc, il n'y a pas de règle, je sais pas. D'accord, c'était la question, savoir ton positionnement par rapport à ça. Alors, on en revient un petit peu parce que cette ouverture à la spiritualité, j'avais formulé une question qui était de savoir... alors, vers où se diriger, quelles sont ces questions fondamentales suite à la naissance d'un enfant,
sur la vie, la mort, finalement tout ce qui avait été là étant enfant. Elle a trouvé, j'entends en tant que questionnement, elle a trouvé réponse à travers déjà un travail d'écoute intérieure sur le fait de pouvoir réaliser ses rêves, les arts déco, le fait d'arriver sur Paris, de suivre son feeling, ses envies, avec un côté culotté, mais finalement qui n'est que de se mettre en mouvement, en action par rapport à cet appel, et puis de voir, tiens, ça se ferme là, mais ça s'ouvre là, super, très bien, mais en tout cas d'avancer. Une rencontre, 17 ans, un enfant, avec tout ce qu'il peut y avoir, hein, tu disais, c'est pas forcément facile à vivre, effectivement, une première fausse couche, mais ce que je retiens là, c'est une ouverture vers cette transcendance dont on parlait, mais qui se fait plus intense. Mais alors comment elle se manifeste une fois que ton enfant est là? Qu'est-ce qui t'appelle? On parle du yoga Oui, alors, il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites avec des thérapeutes déjà. Moi, je trouve que le premier pas, quand on veut se dire, bon, comprendre un peu plus comment on fonctionne, qui on est, voilà, quels sont nos leviers de souffrance, voilà, c'est de rencontrer des thérapeutes. Donc, j'ai fait ça. Et je me souviens très bien, c'est Marie-Hélène qui me disait, va voir telle personne. Donc, c'était une technique, c'est ça s'appelait l'éthiomédecine, mais c'est l'éthiothérapie maintenant. Et elle me proposait d'aller voir quelqu'un. Et moi, j'ai dit, mais non, mais je vais bien, en fait. Pourquoi j'irais voir quelqu'un pour me soigner, entre guillemets, puisque je me sens bien? Et j'ai mis quelques mois à comprendre l'intérêt d'aller voir des thérapeutes. Et finalement, j'avais un problème de mâchoire et à un moment qui était bloqué et vraiment qui se bloquait de temps en temps et c'était très complexe. Et donc j'étais allée voir justement à la Salpêtrière. Ils disaient il faudrait peut-être opérer, on met du titane et tout. Alors je me suis dit il faut vraiment que je prenne cette histoire en main et j'étais allée voir donc ce fameux monsieur en éthiomédecine. Et tu donnes pour les internautes un petit mot sur ce que c'est que l'éthiothérapie? Oui, c'est une technique entre l'auriculothérapie, donc les poings, et le pouls. Et donc le corps en fait donne au thérapeute des informations par ces deux modes de voir, de retourner, de voir où l'énergie peut être bloquée, de revoir des périodes de ta vie où justement il y a des choses à travailler. Donc ça va être, par exemple, ce gars-là, maintenant je vais voir une femme qui s'appelle Françoise Dott qui continue cette technique parce que lui, il a arrêté, je crois. Mais il m'a dit pendant la séance, est-ce que vous vous souvenez de vos 9 ans? Et là, j'ai fondu en larmes, tu vois. Donc voilà, et c'est vrai que la première fois que ça s'est passé, je me suis dit, et mes 9 ans, c'est justement l'année où je suis rentrée en pension, il y a la sœur de ma grand-mère qui est décédée aussi. Enfin, il y avait des choses avec mes 9 ans. Mais j'ai même pas eu le temps de dire, oui, je me souviens de mes 9 ans. Voilà. Et ça, c'est des techniques où notre corps va être en résonance et il va nous donner les informations et la thérapeute ou le thérapeute va nous aider et à dire, tiens, c'est telle lignée familiale. Parce qu'en fait, par le pouls, ils ont des réponses oui, non, que le corps leur donne. Et l'auriculothérapie, c'est des zones aussi. Et voilà, donc avec cette technique-là, j'ai commencé à entrer dans la rencontre avec des thérapeutes. Et après, chaque personne, en fait, tu te rends compte que ce soit l'éthiothérapie, que ce soit la psychophanie, où là, la thérapeute, elle tape un texte qui descend, tu as posé une question, et puis c'est pas de la voyance vraiment, mais c'est juste une info qui descend, et là, quand tu lis, pareil, elle te lit le texte qu'elle a eu et tu as des émotions parce qu'il y a des choses que tu sais pas comment elle peut les savoir et toi-même ça va vibrer ou pas, mais si ça vibre pas, ok, mais sinon très souvent tu reçois des informations parfois que tu peux vérifier alors que la personne ne peut pas savoir ça, ou que tu peux pas vérifier vraiment mais où tu sens que c'est juste intérieurement. Après, j'ai fait de la psychogénéalogie. Enfin, voilà, j'ai exploré par les thérapeutes. On pourrait rentrer dans peut-être certains détails, tu vois, d'expériences fortes. Et j'avais une des choses, il y en a plein à chaque fois, des expériences fortes avec... mais une fois, je me suis retrouvée justement en Éthio, il y a peut-être 10 ans, et j'étais sur la table, donc allongée, et mal, mais pas bien du tout, d'un coup, là, tu vois, le soin était en train de se faire.
Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc elle m'aide, elle me dit, c'est plutôt du côté de la lignée de ta mère, etc. Et là, je me dis, ah oui, à un moment, tu vois, j'ai eu cette information que j'étais en train de mourir et que j'étais mon arrière-grand-mère maternelle. Qu'elle était en train de mourir, en fait. Et moi, je sentais... Et donc, je savais qu'elle avait eu un accident. Donc, parce que c'était dans cette famille, il y a des accidents qui descendaient dans la lignée à chaque... voilà, enfin, moi, je remontais jusqu'aux arrière-grands-parents, et puis les grands-parents, et puis ma mère, et puis etc. Ça descend, tu vois, voilà. Et là, c'était le moment, semble-t-il, où elle... Enfin, j'en sais rien, ça, mais après, j'ai demandé à ma mère, qui m'a dit, oui, sans doute, elle n'était pas morte sur le coup. Et donc, elle était dans la forêt, elle a reçu des billots de bois sur elle, et elle est morte quelques heures après. Mais ça, je ne savais pas si elle était morte quelques heures après. Je savais qu'elle était morte dans la forêt. Et donc, cette sensation, je ne savais pas, mais cette sensation d'être en train de partir, et il y avait une espèce de désespérance, et surtout, ce n'était pas une douleur physique, mais c'était une douleur de tout le corps, tu vois, comme si toutes les cellules étaient à... Petit à petit, j'ai compris que c'était elle, ce qui se passait, etc. Et là, pour sortir, moi, Anne, de cette douleur, en fait, j'ai fait le chemin de l'accompagner, elle. Tu vois, c'est comme si elle était encore là, dans un certain espace, je ne sais pas l'expliquer, et avec la thérapeute, on a accompagné pour que cette énergie soit apaisée, soit libérée. Et ce moment-là, quand au bout d'un moment et que tu le sens dans ton corps que ça va mieux, tu vois, et que tu as vraiment la sensation que tu renvoies de l'amour à cette personne que tu n'as jamais vue, qui était déjà partie bien avant ta naissance, et tu vois cette circulation comme si l'amour remontait dans la lignée, quoi, à partir de toi, tu vois, ça fait un flux comme ça. Là, tu as une descente d'une souffrance qui est là, quoi, c'est comme si on avait un arbre généalogique. Et ça descend sur toi, et ça te conditionne, et tu le sais même pas. Et ça crée des peurs. C'est comme si tes cellules portaient cette information. Et là, quand tu vois, chez le thérapeute, et que tu sens ce moment, et que là, tu peux dire, ok, mais de là, moi, avec mon énergie de maintenant, Anne, je renvoie de l'amour vers cette personne. Du coup, mes cellules, ça va mieux. Du coup, je me libère, et peut-être que ça circule même jusqu'à elle ou jusqu'à la trace mémorielle de cette femme. C'est d'une beauté, ça, mais c'est énorme, quoi. Donc moi, et après, tu sors et t'es mieux. Alors que sur le coup, tu te dis, mais c'est horrible, tu vois. Quand on aborde ces différentes thérapies, alors déjà, pour ceux et celles qui écoutent régulièrement Immédiat, on voit à quel point il n'y a pas forcément besoin de comprendre le pourquoi du comment, et que le corps garde ces fameuses mémoires, qu'on peut libérer ces mémoires sans pour autant faire appel au mental, ce qui évite des années de psychanalyse. Ça va beaucoup plus vite. Donc quand, via Marie-Hélène, tu ouvres la porte à ces différentes thérapies, il y a des questions que je me poserais si j'y connaissais rien auparavant, même si ton instinct te disait le plus naturel possible, le moins intrusif possible, et en même temps le plus pragmatique possible. Qu'est-ce que suscite comme questionnement toutes ces différentes pratiques que tu commences à aborder sur ce que tu es toi en tant qu'être humain, ce qui revient à des questions d'ordre fondamental ou existentiel, sur peut-être, finalement... je ne suis pas ce que je pense être. Mon corps apparemment a une autonomie que je ne pensais pas, que je ne connaissais pas, comme s'il existait en dehors de moi, entre guillemets, ou tout ce qui a trait à la conscience. Toutes ces questions qui sont peut-être fondamentales, est-ce qu'elles viennent à ce moment-là ou est-ce qu'elles ne viennent pas tout de suite C'est pour ça que j'aime bien ce mot d'explorateur ou d'exploratrice de la conscience. C'est-à-dire que on a peut-être des questions, mais on ne sait pas quoi mettre, tu vois, comme réponse toute faite. On a plein de réponses toutes faites, mais on ne sait pas vraiment quoi croire. Mais si tu expérimentes, et c'est là où ça change tout. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas voir tel ou tel thérapeute, tu fais telle ou telle pratique, et là, tu vis quelque chose. Après, tu peux lui donner un sens ou un autre à ce que tu as vécu.
Tu vois, là, je peux te dire, ben oui, je peux t'expliquer, ça se passe parce que dans mes cellules, il y a l'information dans mon ADN de tout ce qui a été avant moi et que donc, je peux aller capter et soigner des choses et que ça va soigner la lignée. Je peux te l'expliquer comme ça, mais je peux te l'expliquer autrement et je peux croire en la réincarnation ou parce que là, je t'ai parlé de quelqu'un dans la lignée, mais dans ces soins, tu peux avoir la sensation que tu es un autre ou une autre à telle époque, etc. Et quand ça t'arrive, que tu vas pas l'inventer, pas le créer, mais que juste tu te dis tiens, c'est étrange, j'ai telle sensation, j'ai l'impression d'avoir vécu ça, ou que tu arrives quelque part et tu te dis ah mais j'ai l'impression de connaître cet endroit. Enfin, tu vois, toutes ces choses qui peuvent t'arriver. Si elles t'arrivent vraiment, au bout d'un moment, tu les mets côte à côte et il y a quelque chose qui se dessine, qui est oui, de l'ordre de la croyance. Mais c'est pas venu d'une croyance qui t'a été communiquée telle qu'elle, toute faite. C'est de l'ordre de, bah tiens, moi j'ai quand même vécu ça, et ça, et ça, et ça. Et du coup, de tout ça, j'ai tendance à me dire que oui, peut-être il y a quelque chose avant, par exemple, cette porte de la vie et cette porte de la mort. Tu vois, par exemple, où j'ai tendance, voilà. Mais c'est pour ça que j'adore, en fait, autant... le travail avec les thérapeutes, autant le yoga que je pratique, et parce que j'ai eu un fort appel sur ce yoga. Alors justement, comment s'ouvre à toi la porte du yoga? Alors la porte du yoga, écoute, c'est une rencontre que j'ai pas vraiment cherchée, mais qui est venue à moi. C'est la sensation, c'est-à-dire c'est la rencontre avec une femme qui s'appelle Dominique Lussan, et il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Et un jour, enfin déjà une ou deux personnes m'en ont parlé, comme ça tu dis ah bah telle personne, elle travaille, etc. Ok. Et un jour je vais dans un petit restaurant à Montmartre que je connais bien, je monte l'escalier, c'est un restaurant tibétain, super. Et là je vois, il y avait qu'une seule personne, un seul client, et je lui dis ah mais on se connaît. Il me dit non. Je dis ah bon bah pardon. Et c'est vrai que je savais pas vraiment, mais tu vois comme un truc de voilà, ok. Donc je mange, le restaurant se remplit, et à la fin, il n'y avait plus que nous à nouveau. Et là, donc on se parle, et du coup on parle. Et il me dit, ah hier, mon vol, je viens du sud, mon vol était bloqué, donc j'ai passé 2 heures dans la salle d'attente avec une femme qui s'appelle Dominique Lussan, et franchement, tu adorerais cette femme, au vu de ce qu'on venait de se dire, là, pendant 1 heure, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, et on a discuté, on a passé un très beau moment ensemble. Je me suis dit, bon, bah, ok, ça fait 3 fois maintenant qu'on me parle de cette femme, je l'appelle. Donc, j'ai décroché mon téléphone. Je lui ai dit, voilà, on se connaît pas, Est-ce que vous voulez venir manger à la maison? On m'a parlé de vous, mais c'était assez, voilà, donc peut-être qu'on a... Elle est venue. Et puis après, ben, j'ai commencé à travailler avec elle et à pratiquer ce qu'elle proposait. Qui est donc, ben voilà, son yoga, ça s'appelle le Adi Vajrashakti Yoga. Elle a fait aussi elle-même plein d'expériences et du coup, elle a créé une école et elle a créé une manière d'accompagner les gens dans le yoga. Et ce qu'il y a de super, en tout cas que moi j'aime, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'entrer dans des expansions de conscience, en fait, qui sont le yoga corporel, mais aussi ce qu'elle appelle les guidances verbales, c'est-à-dire d'aller avec la voix accompagner quelqu'un et l'emmener voyager pour trouver des informations par rapport à des questions qui se posent, à des interrogations, etc. Donc ça, tu aides la personne à se relaxer, tu fais un certain nombre de choses pour la sécuriser, l'aider, l'accompagner à partir en voyage, et tu lui parles tout le temps. Donc ça peut ressembler, après je me suis rendu compte, ça ressemblait à certaines techniques d'hypnose aussi. Mmh. Donc j'ai appris à faire ça. Elle fait aussi la technique de Monroe, c'est-à-dire ça c'est des écoutes au casque, c'est une technique américaine. Le son binaural. Voilà, sur le son binaural, et qui met aussi en expansion de conscience parce que ça harmonise les 2 hémisphères du cerveau qui fonctionnent ensemble. Et du coup, on a constaté que quand on a les 2 hémisphères du cerveau qui fonctionnent ensemble, en général, on est en expansion de conscience, c'est-à-dire les moines font ça, quand on est en transe, ça peut être ça. Enfin, il y a plein de moments, en prenant des plantes chamaniques aussi, ça synchronise les hémisphères du cerveau. Donc, cette technique-là du son le permet. Donc, j'ai fait plein d'explorations avec la technique Monroe avec elle, parce qu'elle est accrédité Monroe, parce que pour pouvoir le faire, il faut être formé là-bas en Virginie, etc.
Et elle fait aussi du tantra, qui sont des pratiques où tu te regardes en faisant des mouvements dans les yeux. Avec le sexe opposé ou pas? Pas forcément. C'est du tantra blanc et pas rouge. Donc non, tu fais ça avec des femmes ou avec des hommes, et en ligne ou en cercle. Bon, et ça vient l'origine de Yogi Bhajan, de Kundalini Yoga. Hein. Enfin, peut-être il y en a d'autres. Il y a d'autres gens qui font du tantra aussi. Mais voilà, donc c'est déjà, tu vois... Vaste, hein. Voilà. Et donc j'ai commencé à explorer avec elle, et après donc elle a fait une formation donc pour enseigner. Donc maintenant je suis enseignante, j'ai fait la formation pour être enseignante de Adi Vajrashakti Yoga. Mais tu vois, c'est cette diversité là, donc elle a créé aussi une ONG, Harmonic Vision. Donc cette diversité qu'elle a proposée, ce coup de cœur et cette rencontre avec elle. C'était tellement fort que d'ailleurs, du coup, j'ai dit à Marie-Hélène, viens explorer. Du coup, voilà, on a formé maintenant avec Marie-Hélène, ma copine de pension, on a formé une association pour pouvoir pratiquer du yoga, et aussi en lien avec des pratiques artistiques, puisque voilà, tu sais tant que qu'à voilà, faire, ouais. Et que c'est vraiment en fait un yoga justement métissé, tu vois, avec plein de manières, parce que il y a des gens, ils vont être plus sensibles au son, d'autres ils vont être plus sensibles au corps, d'autres à des expériences de tantra. Donc voilà, quand tu as tout ça à proposer aux gens, et moi mon envie en fait, puisque je me suis pas dit je vais être prof de yoga, mais mon envie c'était vraiment, c'est tellement extraordinaire ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu avec tous ces outils, que j'ai envie de le faire partager aux autres, et notamment à mes enfants et aux gens que je connais, etc. Et donc naturellement, tu vois, je me suis formée pour être prof, enseignante de ce yoga-là. Voilà. Donc ça a été aussi une manière d'aller toucher des choses, d'explorer sa conscience, d'avoir des expériences, et qui parfois sont tellement fortes qu'elles en deviennent, enseignantes. Voilà. Et qu'elles changent ta vie aussi. C'est-à-dire que quand tu commences à t'engager dans un travail comme ça, tu fais pas machine arrière. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu as des outils, même si parfois c'est dur, etc. Mais tu as des outils pour... tu peux peut-être du jour au lendemain arrêter tout, mais ça serait tellement dommage. Parce que tu as vraiment des outils pour aller comprendre, en fait, et transformer des choses qui sont difficiles. On a tous des choses à transformer. C'est peut-être même pour ça qu'on est là. Qui sait? Lorsque tu... nous parle à un moment donné, je crois que c'était dans la fin de la première partie, d'avoir cette rencontre avec Yann Kounen, notamment en Amérique du Sud, pour faire ce stage. Je ne sais pas si on peut appeler ça stage, tu vas nous en dire plus. Ce que je souhaite savoir, c'est d'où te vient, en dehors de ton ressenti intuitif, d'être touché, connecté à tout ce qui a trait au côté amérindien. Hein, je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire aujourd'hui, il existe bon nombre, pléthore de portes d'entrée dans la connaissance de soi. Alors, les thérapies, c'est une voie. Il aurait pu y avoir tout l'apport de l'Orient, notamment. Alors, c'est vrai que l'Orient, avec le bouddhisme et l'hindouisme, c'est formidable la manière dont ça a pu se véhiculer dans toute l'Europe, et puis nourrir, ou nous permettre de redécouvrir un petit peu une certaine spiritualité qui des fois est très scientifique. En même temps, quand on parle du chamanisme, qui est venu lui après, ou tout ce qui a trait au peuple premier. Lorsque tu nous parles de ce voyage en Amérique du Sud, est-ce que cette envie est liée au fait que tu connaissais Yann, qui était peut-être déjà parti? Est-ce que c'est dû justement à ta sensibilité première, ce côté animiste, le fait d'aimer ou cette connexion avec les plantes, avec tout ce qui peut toucher de la culture, entre guillemets, amérindienne? Alors, oui, c'est plutôt lié à Yann, ça. Parce que, oui, je suis sensible à la culture amérindienne, mais pour moi, donc c'est au Pérou, hein,
Pour moi, les Amérindiens, c'est pas comme les Indiens du Pérou. Ces Indiens-là, c'est des Indiens Shipibo-Konibo qui utilisent les plantes psychotropes et particulièrement l'ayahuasca et d'autres mélanges de plantes, etc. Où l'ayahuasca, souvent, c'est 2 plantes, voire beaucoup plus. Donc c'est vraiment parce que Yann était déjà allé là-bas. Il m'a proposé, donc comme j'étais script et que je travaillais sur certains de ses courts-métrages, à ce moment-là, il m'a proposé de venir pour le documentaire qu'il faisait, qui s'appelle Les Autres Mondes, voilà, et de venir filmer là-bas. Donc je suis partie pour filmer, en fait, pour ce film, au Pérou. Mais moi, j'avais super la trouille de faire les expériences chamaniques. Parce que voilà, j'ai jamais été très portée sur les substances. Donc excuse-moi, oui. Juste pour en parallèle de ça, donc on est d'accord que tu pratiquais le yoga avec donc les différentes thérapies ou pas? À ce moment-là, j'étais pas encore enseignante de yoga. Hein. D'accord, mais tu pratiquais. Oui, j'avais commencé à avoir je sais pas sur les dates, tu vois. Voyons. Si, j'avais déjà commencé le yoga, mais est-ce que j'avais déjà rencontré Dominique? Je sais pas là. Mais tous les thérapeutes, tout ça, bien sûr, c'était avant. Okay. J'ai fait du yoga justement chaque fois que j'étais enceinte, mais je sais plus exactement à quand ça tombe. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'ouverture au yoga, au corps et à la spiritualité au sens large était déjà là avant que j'aille voir les plantes, ça c'est sûr. Mais ce qui me faisait peur, c'est les psychotropes, en fait. D'accord. Par rapport à la drogue, justement, le pétard ou ce genre de choses, est-ce que le rapport aux plantes, le tabac ou autre, est-ce que tu fumais Non, justement, je prenais rien. je prenais pas ni de tabac, ni de... Non. Donc, aller faire cette expérience, c'était vraiment une expérience de conscience, tu vois. Et je savais que j'allais filmer, mais bon, j'avais l'opportunité d'explorer, d'expérimenter les plantes. Donc, c'était pas franchement facile pour moi. Et je comprends, moi je me comprends. Et c'est très bien d'avoir peur, parce que c'est quand même des expériences très fortes et très secouantes. Qui pour moi, maintenant que je les ai explorées, sont peut-être trop violentes à mon goût, mais violentes dans le sens que ce soit agréable ou pas. C'est-à-dire ces plantes, elles peuvent t'amener à avoir tes peurs et à transformer des choses, et donc tu peux avoir des ressentis du corps très difficiles, tu vois, sans parler de vomir, etc., mais même des tensions, tu vois, comme des crises de tétanie, ou enfin des douleurs, enfin tu vois, ça peut être vraiment éprouvant physiquement, comme tu peux être dans des espaces de pure béatitude ou extase. Donc c'est pas tellement sur le corps, mais c'est sur justement, oui, à nouveau, l'expérience de se confronter à sa peur, d'aller vers l'inconnu, quoi. Et c'était pas facile pour moi de faire ces expériences, mais par contre, j'appelais ça l'accélérateur de conscience. C'est-à-dire que il y a un avant et un après. C'est-à-dire que ton intuition, tu peux travailler avec plein d'autres médiums, et d'ailleurs moi c'est mon cas, hein, je vais pas régulièrement au Pérou, mais j'ai fait ces expériences pendant un temps, et ça a vraiment ouvert des choses, et ça participe, si tu veux, de ma facilité à me connecter à certains moments sur des choses. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle ce que moi j'appelle des pics expériences, c'est-à-dire qu'avec les plantes, tu vas être propulsé, je dirais, dans quelque chose, soit un état, un lieu, un souvenir, ou quelque chose de complètement nouveau, une rencontre avec l'invisible, bon bref. Et voilà, cette expérience va être, par exemple ici, tu vois, très très loin de ta réalité. Et le yoga, selon moi, ou les pratiques régulières que tu vas faire au quotidien, ou plus souvent dans ta vie, ça va être comme des marches d'escalier qui peuvent t'amener vers des choses, tu vois, élevées ou lointaines. Et ces marches d'escalier te font faire des connexions. Parce que sinon, tu peux avoir des pics là et pas forcément arriver à tisser avec ta réalité. Le lien, ouais. Voilà. Alors C'est-à-dire, de ce que je vois en haut, qu'est-ce que je peux en ramener concrètement et appliquer dans la vie du quotidien. Et puis enfin tu vois, il y a un vaste chemin entre là et là. Oui. Et parfois tu sais pas comment faire ce chemin. Oui. C'est toi, enfin, soit tu es là, soit tu es là.
Et les autres pratiques, certaines, et même le chamanisme, mais pour ça il faut bien travailler. Bon, donc c'est pas mon cas, mais je connais plein d'amis du coup qui travaillent le chamanisme et qui arrivent à faire ces ponts aussi avec le chamanisme. Et tu vois, ça veut dire beaucoup de pratiques pour finalement tenir l'énergie, comprendre comment ça se passe, quelle plante apporte quelle chose, le monde des plantes. Enfin, tu vois, c'est vraiment toute une tradition très très forte et moi, je pense que c'est pas mon chemin, mais j'ai une grande gratitude pour les plantes et puis pour les plantes et leur enseignement. Les plantes dans le sens, les plantes enseignantes, les plantes que tu peux justement utiliser pour la conscience, pour explorer, pour soigner. De toute façon, ces chamans, ce sont des curanderos, donc c'est des gens qui sont là pour te soigner. Ils se soignent autant l'âme que le corps. Est-ce que notamment tu t'es intéressé sur ce que peuvent proposer d'autres cultures amérindiennes qui ont une approche pour connecter la conscience, on va appeler ça comme ça, mais qui n'a pas besoin de faire appel à des plantes enseignantes. Donc, exemple pour amener à la transe, le tambour, ou faire des initiations de rêves pour accéder à certaines informations, mais qui ne nécessitent pas d'ingurgir des psychotropes. Tout ce que je t'ai... Tu vois, que ce soit le tantra... je parle de culture amérindienne. Voilà, alors ça, j'ai exploré aussi le tambour, mais avec un thérapeute à Paris qui fait des séances de tambour et qui est aussi thérapeute et avec qui c'est super intéressant. Il fait un enseignement aussi. Et là, c'est vraiment... À certains moments, tu vois, il joue le tambour, il y a plusieurs personnes, et je vais réussir à chanter, pas des paroles, mais ça sort tout seul. Et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, là, il n'y a pas très longtemps. Et c'est complètement magique, et c'est complètement connecté avec cette énergie que j'appelle amérindienne. Mais en fait, j'ai jamais encore rencontré, peut-être ça se fera un moment, enfin j'en ai rencontré par-ci par-là, mais je suis jamais allée en Amérique du Nord plutôt, où je pense que peut-être les danses du soleil ou d'autres, tu vois, pratiques pourraient être intéressantes, mais je l'ai pas fait pour l'instant. J'aimerais bien, mais en même temps, ça, comment dire, je sens que j'ai beaucoup de choses à nouveau les choix. Beaucoup de choses à faire et dans ces choix tu vois il y a l'aspect donc peut-être d'accompagner des gens par le yoga, le coaching, il y a l'aspect artistique, il y a l'écriture et ça fait beaucoup de choses et donc dans ces choix pour l'instant je suis pas encore voilà. Je suis pas encore allée voir ces Amérindiens, peut-être parce que je me sens amérindienne, tout simplement. Tu vois, dans le sens du message à porter aussi, de se dire, oui, là, par exemple, on a vraiment besoin de s'occuper de notre planète. On a vraiment besoin d'ouvrir notre conscience, pas seulement, au niveau individuel, mais pour que ça touche justement du collectif. Et ça, c'est mon vrai engagement. Moi, j'ai l'impression que je suis engagée à ce que les gens prennent conscience et que toutes ces expériences-là, les expériences qui nous sont amenées par les Shipibo, les Amérindiens, les Tibétains, qui ont vraiment exploré déjà, toutes ces cultures ont exploré la conscience. Donc on a tous à prendre, chacun choisit sa voie, sa résonance, est-ce qu'il va travailler plus, tu vois, avec les Tibétains, avec quelle tradition, mais on a tous intérêt à travailler à notre conscience pour être fédérés ensemble, qu'on travaille avec le chamanisme, avec le yoga, peu importe, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est notre conscience et comment on est prêt à se transformer, à transformer notre manière de faire, à arrêter de détruire cette planète qui nous accueille, à se connecter plus à la nature, au règne. Voilà, ce qu'on fait avec les animaux, c'est très difficile en ce moment, ce qu'on fait avec la planète, ce qu'on fait avec les arbres, les forêts. Voilà, ça c'est mon côté amérindien qui est ici et maintenant. Et je pense que chaque goutte, en fait, tout ce qu'on va faire dans notre pratique, quelle qu'elle soit, c'est une goutte c'est l'histoire du colibri. Hein, voilà. Tu as réalisé un film documentaire sur les dauphins. Oui. Pourquoi ? Alors ça, on n'a pas parlé du lien artistique avec Yann, qui est assez quand même intéressant et qui est vraiment quelque chose qui m'importe parce que c'est très difficile
d'être... Enfin, tu vois, j'ai bien expliqué qu'on partage des choses spirituelles ensemble, mais être en couple avec quelqu'un qui est un réalisateur un peu connu et vouloir faire des choses ensemble, c'est pas si facile. Parce que déjà, les producteurs, ils aiment bien aller vers là où ils ont envie, mais où ça brille aussi, etc. Et donc, ils ont plus envie d'avoir des films avec Yann Kounen tout seul qu'avec Yann Kounen et sa compagne, on ne sait pas trop d'où elle sort. Donc ça, c'est pour dire que dans notre société, on est vraiment encore... cloisonné. Oui, et le féminin est vraiment pas accueilli. J'espère que petit à petit, on avance. Et tu vois, quand tu dis que cette émission et tous les gens que tu interviews, c'est pour aussi inspirer, donner, tu vois. Voilà. Donc, mon travail et notre travail, ça a été de dire certains projets, on a envie de travailler ensemble. En général, c'est les projets sur la spiritualité. Bon, il a fait déjà des choses sur le chamanisme, on a fait ensemble, j'ai travaillé aussi sur le film sur Rama, voilà. Et à un moment, on avait on a eu un projet sur l'histoire des Dalai Lama, qui finalement s'est pas fait, pour plein de raisons, parce que déjà, on voulait partir, mais c'était pas possible, parce qu'on n'a pas eu nos visas, ça s'est passé 2 fois, parce que, le Dalai Lama, on devait aller filmer le Dalai Lama quand il allait très proche de la frontière et qu'il était en Inde mais proche de la frontière, donc du coup l'Inde n'a pas donné les visas parce qu'ils avaient des pressions sans doute des Chinois, etc. Donc c'était complexe, et puis on s'est rendu compte aussi que tous les Dalai Lama, ça voulait dire 5 siècles en fait. Et là on est rentré dans du religieux. Moi j'avais la sensation que les Tibétains, c'était de la spiritualité. Et en fait, nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment des choses qui étaient religieuses, avec, comme la religion catholique. Du dogme. Oui, voilà, du dogme, mais aussi des choses pas très, reluisantes. Non. Et donc, là, il y a eu une porte, en fait, de se dire, soit on s'accroche à ce projet et on continue, il n'y a pas les visas, tout ça, mais on s'accroche, soit on lâche, et on a décidé ensemble de lâcher. Pour aller vers quelque chose justement de plus, là c'est de mon point de vue en tout cas, de plus sur la spiritualité ouverte. Et donc c'est une période où on a rencontré donc Lena Sato qui nageait avec les dauphins, les cétacés. Alors ça c'est une jolie histoire aussi, je ne sais pas si je peux la raconter là, mais en fait j'ai commencé à dessiner, parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que je dessine aussi, mais ça fait partie des choses qui ne ramènent pas d'argent et qui prennent beaucoup de temps, donc je fais des dessins de temps en temps, mais j'ai aussi besoin quand même d'aller vers des choses lucratives, même. Donc tu vois, quand on parlait de peinture, si je voulais faire vivre que de mon art pictural, je pourrais pas, parce que ça me prend des jours et des jours. En plus, je fais des grands trucs, et pour l'instant, je crois que j'en ai fini 2, et il y en a d'autres en cours. Mais tu vois, dans ma vie, à certains moments, peut-être plus tard, mais j'arriverai à être... Mais là, je vais vers des choses qui sont plus dans le mouvement et qui sont aussi en lien avec le concret de la vie. Mais bref, j'ai dessiné un dauphin un jour, et là, j'avais jamais vu de dauphin en vrai. Peut-être à la télé, mais voilà. Et j'ai eu l'appel des dauphins. Encore une fois, c'est des appels, décidément. J'ai eu l'appel des dauphins dans le sens où je me suis dit, il faut absolument qu'on aille nager. J'ai dit à Yann, il faut qu'on aille nager avec les dauphins. J'ai dit à Marie-Hélène, tous les gens qui me touchaient, aux enfants, j'ai dit, mais en fait, juste d'avoir décidé ce dauphin. Et puis, j'ai regardé un peu sur Internet, je me suis dit, ah oui, mais quand même... c'est cher, c'est loin, c'est que des belles destinations pour voir les dauphins, mais c'est pas évident. Ok. Et puis un jour, on a été avec Yann à une soirée, et il y avait Patrice Van Hersen, que Yann connaissait, que je connaissais un peu aussi, que je connais un peu, que nous connaissons. Et donc, je lui ai dit, alors, comment vas-tu ? Et c'est quoi ton nouveau livre, etc. Et il m'a dit, oh, mais j'ai pas de nouveau livre, mais j'ai rencontré une japonaise extraordinaire, Lena Sato, elle nage avec les dauphins, et lui, il a écrit Le 5e rêve, donc il y a un livre sur les dauphins. Et là, j'ai fait à Yann, tic-tic, j'ai dit, voilà, on pourrait pas la rencontrer, on a dit. Voilà, et on a rencontré Lena Sato, et on a eu un vrai coup de cœur, en fait. Et elle faisait des poèmes océaniques à ce moment-là, où elle écrit et où elle filmait les dauphins. Elle habitait à Hawaï, etc. Et elle avait reçu, entre guillemets, comme message des dauphins que maintenant,
elle avait beaucoup appris au contact des dauphins, mais que maintenant il était temps de rentrer dans la vie avec les êtres humains et d'aller, tu vois, à la rencontre des gens. Et donc elle était venue à Paris, elle a rencontré Patrice Van Der Seen et d'autres gens pour essayer de parler de son expérience avec les dauphins, les cétacés, les baleines, les cachalots, etc. Donc on s'est rencontrés et on a eu beaucoup de difficultés à produire ce film. Donc ça a duré. Alors, qu'est-ce que vous souhaitiez à travers ce film? C'était quoi le... Alors justement, au départ c'était un film sur le lien interespèces entre humains et cétacés, et aussi arriver à comprendre comment fonctionnaient ces animaux. On sait pas mal de choses, mais on sait que sans doute les dauphins ont un langage, qu'ils s'appellent par leur nom, que toutes les sonorités sont une vraie langue qu'on ne connaît pas vraiment, mais voilà. Et c'était plutôt que Léna fasse le fil rouge pour aller rencontrer des scientifiques qui ont justement des informations sur les langages des dauphins, les langages des baleines qui se parlent entre elles, qui ont des chants avec chaque fois les mêmes choses et puis d'autres choses qui sont nouvelles chaque année. Enfin, tu vois, d'aller explorer ça. Ça, c'était notre objectif premier. Et c'était un autre film. C'est pas le film qu'on a fait finalement. Et parce que donc, là on est rentré dans... si tu veux, quand tu as un film, ça c'est pareil, il faut vraiment le porter dans son cœur, parce que c'est rare que tout de suite on te dise « mais oui, bien sûr, on va vous donner l'argent pour faire ce film ». Et là on était ensemble avec Yann, donc Yann est plus connu, mais dans un autre sens, c'était un projet de documentaire avec moi, donc pas forcément facile à monter, il fallait déjà qu'on... Voilà. Et après, on a fait tout le parcours des chaînes de télé, le temps que ça prend. Tu vas voir Arte qui te dit « Ah bah oui, ça m'intéresse, mais il faudrait réécrire. » Alors tu réécris pendant 3 mois, puis après ils mettent 3 mois à lire, puis après ils se disent « Ah bah finalement non. » Tu vois, c'était un peu comme ça, quoi. Donc, ce qui est souvent le cas avec les films, que ce soit les longs... Et bref, on est quand même restés soudés, c'est-à-dire qu'on est restés amis avec Léna, avec Yann. Et puis entre-temps, Léna a rencontré Jean-Marie Ghislain, qui est devenu donc son compagnon, qui a amené une nouvelle énergie masculine aussi, avec une envie, une belle rencontre à nous tous. Et donc, elle a été enceinte assez rapidement. Et là, à nouveau, tu vois, et ça c'est drôle parce que du coup, c'est en lien avec le féminin. À chaque fois, tu vois, le premier clip que j'ai fait donc de Florent Pagny, c'était Un jour une femme. Il y avait cette relation d'amour, de lien, de porter la vie, etc. Et là, ce film, comportait justement, en espérant le réaliser, au moment où elle a été enceinte, il y a une toute autre énergie qui s'est installée. C'est-à-dire que Jean-Marie a proposé un autre producteur. Je suis arrivée à la rencontre avec ce producteur parce que eux étaient déjà partis, elle était déjà enceinte et ils étaient déjà partis pour rencontrer les baleines parce que c'était la saison, elle était enceinte de 5 mois. À Rurutu, en Polynésie. Yann était aux États-Unis et donc j'étais seule à Paris de représentant. Je suis allée rencontrer ce producteur et c'était un couple en fait, je ne savais pas. Et donc ça a alchimisé tout de suite là et on était 3 couples. Donc un couple qui nage avec les dauphins, un couple de co-réalisateurs et un couple de producteurs. Et là, les choses ont été d'une fluidité, tac. Voilà, ça. D'abord, il y avait le timing. Elle était enceinte, il fallait faire ce film. En plus, ils étaient notre couple là, de producteurs, donc chez Bellota Film, était très motivés. Ils adoraient les images qu'ils avaient vues. Voilà. Ils ont réussi à vendre le film à France 5 en 15 jours, parce que la personne de France 5, elle a aussi été emballée. Voilà, tout le monde a fonctionné dans le cœur, et tout ce qui est normalement écrit, ce que je t'ai raconté tout à l'heure, c'est que c'est long, c'est que c'est difficile, c'est que on n'arrive pas à financer les projets forcément. Là, tout ce qu'on avait expérimenté depuis 3 ans, ça a fait clac. Et tout s'est fait, et très rapidement. Comment s'intitule le film ? Alors ça s'appelle The Journey ou Mer Océan, donc ça a été diffusé sur France 5
Et il est sorti quand? Ah, bah, ça doit faire déjà presque 2 ans. Hein. C'était le jour de la fête des mères. Donc ça, je sais que c'est le jour de la fête des mères parce que c'est... Ben voilà, enfin, je pourrais raconter cette histoire, mais c'est le moment au moment où le film a été diffusé, qui était donc sur la naissance de cette petite fille, c'est pas avec les dauphins, mais elle a nagé, Léna, toute sa grossesse avec les dauphins, mais elle n'a pas accouché dans la mer, parce que c'est quand même pas évident d'accoucher dans la mer. Il y a peut-être très peu, en tout cas, de femmes qui l'ont expérimenté. D'abord, il fait froid, c'est dangereux, enfin bon, il y a tout un tas de raisons. Mais c'est voilà, le moment où le film est passé, ma maman rentrait à l'hôpital et elle est morte très vite après. Et du coup, il y a eu toute une initiation là aussi sur justement cette transmission de l'amour là dont je parlais tout à l'heure. Parce que c'était quand même fou que le jour de la fête des mères, le film soit montré, que ma maman rentre à l'hôpital et que le cadre, et j'ai cherché beaucoup pourquoi il y avait cette synchronicité, parce que c'était très dur pour moi, parce que du coup je suis partie dans le sud et après elle est partie très vite, quoi. Et c'était difficile de me dire mais c'est quoi ce cadeau de fête des mères, puisque c'est voilà. Et je crois que oui, c'était vraiment une initiation sur cet amour fille-mère qu'on avait déjà soigné avec ma maman. Et qui retransparaissait dans le film. Et qui... Parce qu'il y avait l'accouchement, il y avait, enfin, ouais. je sais pas, je l'ai pas vu. Hein, oui, tu l'as pas vu. Je précise donc la grossesse, un enfant à venir, oui. avec la mer, symboliquement la mer, l'océan. Oui, c'est ça. Mais en fait, en plus, je veux pas non plus. Ce film, il est magnifique parce que il y a, c'est cette envie de ces deux personnes, de ce couple, d'aller à la rencontre des cétacés. Elle est enceinte et d'y aller avec, tu vois, en famille, quoi. Parce qu'ils sont passionnés tous les deux. Lui, il est photographe sous-marin depuis quelques années. Il est allé photographier les requins, etc. Et ils avaient vraiment cette envie d'aller à la rencontre des cétacés. Donc c'est vraiment un film interespèces. Et on a choisi dans ce film justement de ne pas parler de tous les problèmes environnementaux, du plastique, des dauphins qui sont encore tués ou des baleines. Enfin, tu vois, on a vraiment eu envie de montrer l'émerveillement. Enfin, comment on peut encore s'émerveiller, comment la beauté de cette planète, la beauté de ce qui existe et du coup, comment le préserver, bien sûr. Mais plutôt que d'aller vers ce qui se fait mal, on a décidé d'aller vers tu vois, une certaine beauté. En fait, le moment de l'accouchement dans le film, c'est une initiation aussi. C'est pas quelque chose de si facile, tu vois. Et on ne savait pas comment ça se passerait, forcément. Et donc ça, on racontait, puisque le film raconte très bien ce qui se passe, il y a quelque chose de justement ce plus beau moment-là, ce moment magique. Yann, il raconte ça, ils disent que ce film, ce qui l'intéresse dans le film, vraiment, c'est que ces gens-là qu'on voit, qu'on suit, qui font des choses extraordinaires, au moment d'accueillir un enfant, c'est encore plus extraordinaire et encore plus mystérieux. Donc ce qui est à la portée de tous, en fait, enfin de tous, de beaucoup, c'est-à-dire l'accueil d'un enfant, ça va prendre une dimension qui est aussi forte, voire plus que d'autres relations, ou de faire des choses extraordinaires en allant aux quatre coins du monde, dans les océans. Mais c'est quand même des gens extraordinaires dans le sens où ils ont une vie, pour les avoir accompagnés un petit peu, ils ont une vie avec un lien interespèces, un lien avec les baleines, les dauphins, à force de nager, avec une motivation, tu vois, pour nager, pour avoir ces rencontres, ces moments privilégiés, c'est assez extraordinaire. Et à nouveau, ça nous parle tu vois, de se lâcher prise et d'aller vers où ton cœur te dit. D'ailleurs, c'est le message des dauphins, selon Léna, c'est « va vers ce qui te met en joie ». Et ça, je pense que c'est vraiment un beau message comme fil conducteur, tu vois, depuis le début de ces questions-là, on parle de ce chemin qu'on prend pour aller vers la réalisation de nos rêves, mais c'est aussi comme fil conducteur, enfin, moi, j'ai choisi d'écouter les dauphins et d'aller vers ce qui me met en joie. Quand parfois tu dis, oui, mais qu'est-ce que je vais faire ?
Qu'est-ce qui te rend le plus joyeux? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Qu'est-ce qui palpite vraiment? Ça, c'est ma boussole grâce au dauphin. Alors moi j'aurais des questions sur avec tout ce parcours, aujourd'hui le regard que tu portes sur justement un peu la société, notamment au vu peut-être d'une certaine forme d'urgence, si urgence il y a, et peut-être toi de certaines choses que tu aimerais parler qu'on n'a pas abordées. Alors sur l'urgence... Y a-t-il urgence? Moi je pense, oui. Je pense qu'il y a urgence. N'est-il pas déjà trop tard? Foncièrement optimiste, Anne? Oui. Moi, après ça, c'est... Voilà, je pense que pour pouvoir faire quelque chose, il faut y croire. Donc il faut croire qu'on peut créer notre réalité. Moi je pense vraiment qu'on peut créer notre réalité. C'est une des choses qui m'intéresse le plus d'ailleurs. C'est pour ça que je fais ce yoga où on pose des intentions, parce que ça permet, si tu veux, de transformer des choses. Quand tu te dis, je pose une intention pour aller dans ce sens, et que ta pratique de yoga ou de ta pratique tout court t'aide à faire ça, c'est que tu as choisi de pouvoir créer ta réalité. Quand on anime avec Romuald Le Terrier et Nazca un atelier rétrocognition sur comment recevoir des informations du futur et pour que justement on puisse cristalliser le futur qui est le plus juste, beau, dont on rêvait le plus plutôt qu'un autre, on va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on expérimente avec les personnes qui viennent comment on va pouvoir aider ces personnes à ce que leurs rêves se réalisent. Et avec des protocoles, un protocole qu'on a créé tous les trois, qui est en lien avec le travail de Philippe Guillemont aussi, mais qu'on a créé là de manière, je dirais, empathique, pour que chacun puisse aller vers le meilleur des futurs possibles, tu vois, et recevoir ces infos et créer ses propres synchronicités qui seront le fil rouge pour ces gens, justement, d'aller vers le meilleur. Donc, je ne vais pas te dire que c'est sûr. Mais moi, ce que je pense, c'est que la possibilité qu'on transforme les choses qui sont quand même très, comment dire, on pourrait être très pessimiste avec tout ce qui se passe sur la planète au niveau environnemental, enfin on connaît tous. Donc oui, je pense qu'il y a urgence, et je pense que plus de gens travaillent sur eux, plus de gens prennent conscience, plus de gens créent une réalité, mais qui devient une réalité commune, empathique, bienveillante, tissée par des liens d'amour, plus on a des chances de s'en sortir. Parce que sinon, oui, on pourrait ne pas s'en sortir. Voilà. Mais moi, je veux croire que on est venu... Moi, j'ai vraiment cette sensation d'avoir envie, d'avoir comme mission de participer à un éveil global de la population, là, partout sur la planète, et de me dire, oui, je suis là, et je suis juste à ma mesure, je fais ce que je peux, je suis devenue végétarienne, je fais tout un tas de choses pour aider, accompagner des gens. Je fais aussi le travail pour moi, pour pouvoir avoir cette confiance, tu vois, pour pouvoir dire oui, je pense que c'est possible, on a tous ensemble, on peut, si on se réunit, si on commence à tous être dans ce même éveil, dans cette même volonté de faire de cette planète un endroit où on va pas y passer tout de suite, mais au contraire, on va créer de nouvelles choses très intéressantes, être plus communautaire. Tu vois, un des messages des dauphins, c'est de se dire, enfin, ils n'ont pas de pouce préhenseur. Hein. Et donc, ça, c'est ce que dit aussi Van Hersen, etc. C'est que du coup, toute leur société, en fait, elle est liée à... le lien qu'ils ont ensemble. Le pod, en fait, c'est le groupe de dauphins. Ils ont des liens familiaux, d'amour, très libres d'ailleurs. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas une main avec créer des outils. Voilà. Pouce préhenseur, c'est prendre, saisir, créer des outils, donc créer des choses. Voilà. Et du coup, quand tu les vois, là, je suis allée les voir il n'y a pas très longtemps, invitée par Léna en Égypte, là, à Sataya. Et il y en avait beaucoup, et tu les vois, et tu vois avec
ma fille, elle me disait, oh, c'est trop mignon, on dirait qu'ils se tiennent la main. Parce qu'il y avait des petits, et effectivement, avec leurs nageoires, ils ont tout un tas de nuances, de contact, de proximité, d'éloignement. C'est vraiment une danse, en fait. Et donc, les dauphins, ils ont créé ce lien, et tout est connecté entre eux. Tu le sens quand tu es à la surface, parce que moi, je ne suis pas une super nageuse. Tu regardes et tu vois comment c'est harmonieux, comment ils nagent ensemble, comment ils se déplacent, comment ils peuvent s'éloigner ou se rapprocher. Tu vois ça, cette harmonie. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup à apprendre, par exemple, des cétacés ou des groupes d'animaux, et là, en l'occurrence, des dauphins. C'est parce qu'ils ont vraiment des choses à nous apprendre quant à être. Comment être dans le lien, comment être ensemble, nous les êtres humains. Tu vois, plus que faire, que produire, voilà. Donc, voilà. Donc oui, j'y crois. Je crois qu'il y a urgence. Et je crois aussi qu'on peut être de plus en plus nombreux pour être à notre écoute, l'écoute du cœur, l'écoute de l'être, l'écoute de ce qui fait qu'on peut s'en sortir et aller vers plus de respect des autres règnes. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Y a-t-il de la colère chez toi ? Qu'est-ce qui te met en colère, ou qu'est-ce qui te, je sais pas, t'afflige, qu'est-ce qui te blesse, qu'est-ce qui te rend triste ? Ben oui, ça me rend triste quand les gens, justement, par exemple, se rendent pas compte que si on ne réagit pas, si on ne change pas de comportement, si on ne croit pas en nos rêves, on risque effectivement de sombrer. Et c'est dommage, parce que c'est une opportunité qui est donnée à chacun. Même si c'est des petites choses, tu vois, que chacun va pouvoir se transformer, ce potentiel de se transformer et de créer du lien. Oui, ça m'énerve quand les gens disent non, n'ont rien à faire. Oui, ça peut m'énerver, mais j'ai pas tellement envie non plus de mettre mon énergie dans l'agacement. J'ai plus envie de mettre mon énergie dans ce qui m'anime, tu vois, parce que l'agacement, bon, ok, mais chacun fait ses choix. Après, j'avais envie de parler d'une chose qui est les projets d'écriture que j'ai, parce que c'est des choses, tu vois, j'ai écrit un scénario que je voulais réaliser, de long métrage, et ce que j'écris en général, c'est toujours un peu lié à la conscience, comme par hasard. Et donc, il s'appelle Elixir, que j'ai pas réussi à faire, ça doit faire 5 ans maintenant que je l'ai écrit. Il est possible de savoir le synopsis ou pas ? Oui, en fait, c'est des femmes... Ouais. C'est bizarre ça, ouais. Et qui viennent d'un autre espace-univers, oh. Et qui sont en fait des prostituées guérisseuses, et qui viennent pour soigner des hommes. Et c'est une sorte de mission. Et voilà. Et ces femmes, et à un moment, donc l'héroïne, elle va être enceinte justement, et elle pourra plus repartir dans son espace-univers. Donc voilà le synopsis. Tu fais qu'elles sont enceintes ? Oui. Du fait qu'elle soit enceinte, parce que c'est pas autorisé normalement dans ce processus, et du coup elle va découvrir d'autres choses. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est finalement de parler de nous. En général, moi j'aime bien travailler sur au niveau d'histoire, sur soit de la science-fiction ou même tu vois plus proche de nous, mais en gros c'est pour parler de nous d'une certaine manière. Donc, tu vois, dans Elixir, il y a tout un aspect de beauté, mais de soin, comment on peut retrouver en tant que féminin notre potentialité d'intuition, mais aussi de soigneuse. C'est parfois plus facile, en tant que femme, j'ai l'impression, de ressentir ce mouvement de la vie, parce que justement, on peut être traversé, et c'est parfois plus facile, mais notre rôle, c'est aussi de pouvoir initier les hommes, et c'est possible de les initier dans l'aspect charnel, relation, amour, etc. Donc ça, c'est une partie. Et je pense vraiment que la spiritualité, dans un sens ouvert, ça peut être aussi intégrer l'amour, tu vois. Voilà. Et l'autre chose, c'est le rapport justement à qu'est-ce que, quand tu écoutes ton corps en tant que femme, et que puisque finalement elle est là, cette femme, et elle va accueillir un enfant, du coup elle se connecte plus à son espace avant, mais puisque les contacts sont coupés, mais elle va être obligée de se porter sur elle, quoi. Et qu'est-ce qui se passe avec son corps, et voilà. Ça reste très flamboyant, hein, comme je dirais qu'il y a de la beauté, il
il y a des liens forts avec les hommes aussi, il y a comment transformer justement le sombre, la violence par l'amour charnel. Voilà, je suis pas... Donc voilà, ce film n'est pas fait. J'aimerais bien qu'à un moment la société soit prête pour... Parce qu'en fait, c'est ça que j'arrive pas à rencontrer des gens qui, pour l'instant, parfois ça leur plaît, mais ils disent « Oh ben le marché, le système peut pas avoir ça ». Je sens que le temps travaille pour moi parce que... justement, il y a plein de choses qui se passent quand même. Les gens s'ouvrent, tout le monde fait du yoga maintenant, tout le monde fait des expériences de conscience. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais de plus en plus. En tout cas, il y a une ouverture, un éveil à ça. Donc peut-être que, parce que les films que j'aimerais faire, que je les réalise ou que je les écrive, c'est des choses qui vont vers quelque chose de, qui nous permet de nous soigner, de nous guérir, d'avancer et de soigner du coup cette planète en fait. Tout ça c'est lié, on est complètement dans des liens. Et voilà, et là j'écris d'autres choses, on a écrit un autre film avec Yann, mais oui, il y a cette partie, j'aimerais bien déployer plus l'écriture et des choses qui sont un petit peu liées à la conscience quand même et qui permettent de donner des petites graines justement à des publics, à des gens, voilà, parce que je trouve que quand on voit des séries, j'aime particulièrement la science-fiction, etc., parce que justement ça nous parle de ces futurs possibles où on pourrait aller. Mais souvent c'est sombre, terriblement, et moi, comme tu as compris, j'ai envie plus que les choses sombres, les choses douloureuses, on arrive à les transcender. Comment on se verrait et à aller vers quelque chose de joyeux, positif, ouvert, quoi. Comment se verrait ce futur y aurait-il de la place pour la technologie ? Où tu mettrais, s'il y a place pour la technologie, juste ça, je ne vais pas rentrer plus. C'est compliqué cette question. En fait, en faisant des voyages en Monroe notamment, ce qui est très intéressant en Monroe, c'est que quand tu fais des groupes, tu vois, où tout le monde écoute au casque et que tu fais une semaine par exemple, tu as des partages. Les gens racontent ce qu'ils ont vu, senti, etc. Et en fait... souvent, tu peux explorer aussi peut-être d'autres, d'autres mondes, d'autres espaces, comme avec les plantes chamaniques. Parfois, tu n'as pas affaire qu'à des êtres humains, il peut y avoir d'autres êtres, etc. Et donc, très souvent, il y a des rencontres avec la technologie ou des mondes ou des endroits où la technologie est encore plus avancée que la nôtre. Moi, je suis très... méfiante, entre guillemets, avec la technologie, parce que ça peut effectivement amener des choses, d'ailleurs on est à fond dedans, donc il y a des choses très positives, mais moi je suis pour rester en contact avec notre enveloppe physique, là, parce que j'ai l'intuition, la sensation que venir ici, c'est vraiment ça, c'est un voyage, tu viens, la porte s'ouvre, tu viens, tu prends un corps physique, mais c'est comme si on était une essence, tu vois, lumineuse ou colorée, qui descend, qui est plus immatérielle, qui n'a pas forcément de corps physique, qui va s'incarner dans la matière, par exemple ici ou ailleurs dans cet univers immense. Et au moment de cette incarnation, le corps physique, ça devient un cadeau d'exploration. Voilà, mais le but, c'est pas de rester là. Le but, c'est de venir, de faire cette expérience et de partir, de rester peut-être le plus longtemps possible, mais surtout le plus en harmonie possible. Et de créer une réalité qui est la plus belle possible. Pour moi, c'est ça. Mais c'est pas forcément d'y rester. Et tu vois que la technologie, elle peut avoir l'impression qu'elle va tout maîtriser. Mais pour moi, c'est peut-être un peu comme casser le jouet de l'expérience. L'expérience est bien plus grande, selon moi, dans mes explorations et sensations, que de vouloir vivre 300 ans ici sur cette planète. Peut-être, mais... Dans quelles conditions ? C'est ça. Et puis, tu vois, si on vient, qu'on se transforme constamment, tu vois, d'un petit bébé à une transformation à la vieillesse, donc accepter ce flux et comment vivre toutes ces transformations pour ensuite partir, tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une vraie expérience. Et je pense que il y a un enseignement à vivre cette expérience, plus qu'à vouloir la contrôler.
c'est une chose de vouloir la vivre au mieux, tu vois, mais la contrôler, c'est-à-dire ça peut nous faire perdre en fait l'essence de ce qu'on fait là, parce que peut-être qu'on est justement cette essence là, cette lumière, tu vois, cette vibration, elle est sans doute beaucoup plus libre et elle explore sans doute plein d'autres choses peut-être. Et voilà, donc la technologie, peut-être que cette essence on utilise aussi, peut-être avant et après il y en a. Moi je suis pour, mais à condition, c'est toujours pareil en fait, la technologie m'importe peu, ce qui m'importe c'est au service de quoi. Donc si c'est au service de grandir, se transformer, se soigner, créer, je suis ok. Si c'est au service de contraindre, d'avoir plus de pouvoir. Et c'est vraiment, je crois que l'être humain se questionne beaucoup là-dessus, et on le voit beaucoup à travers le cinéma, les images et les séries. Tu vois bien tous ces mondes qui sont des futurs possibles et qui sont certains complètement enfermants, horribles. Et voilà, donc pareil, on a le choix, et à nous de créer cette réalité. Généralement, quand on prend de l'âge, encore une fois c'est des généralités, mais c'est pour voir ton positionnement, quand on prend de l'âge, on a tendance à avoir nos petites habitudes et à devenir un peu plus, on va dire, moins tolérant vis-à-vis de certaines choses, parce qu'on a son cadre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te serait aujourd'hui la Anne qui est, où se trouvent où se retrouverait, peut-être pas, je dis ça, je suis dans un sens curieux, voilà, j'ai tes petites habitudes, ce que tu n'es pas prêt là aujourd'hui à remettre en considération, ou à vouloir, ou à perdre. Quand je dis perdre, c'est un grand mot, hein, bien évidemment, mais cette idée de dire, voilà, aujourd'hui c'est ça, et ça, je ne ferai pas l'impasse sur un cadre de vie, des habitudes, peut-être du quotidien, des petits trucs qui sont peut-être pas importantes. Et on parlait tout à l'heure de cette faculté à apprendre, puis à certaines parts peut-être de nos vies où on a dit non, là je ne bougerai pas de là. Ça va très bien, je suis très bien. Oui, peut-être les choses que je suis pas prête à lâcher, justement, c'est la foi en ce qu'on peut se soigner, se transformer, etc. C'est exactement, tu vois, la tolérance, c'est de dire, ok, si vous avez envie d'expérimenter, de manger du McDo et de faire que la planète soit invivable, irrespirable, que les animaux, les espèces disparaissent, et ok, si c'est votre choix, allez-y. Tu vois, et j'ai du mal à dire ça. Tu comprends? Donc oui, ce que j'aimerais, oui, j'ai tendance à penser qu'on peut créer du bon, du mieux, etc. Mais c'est déjà, c'est pas de la tolérance, ça. Puisque, tu vois, c'est pas de la tolérance. Il y a des gens, tu sens très bien qu'ils ont pas envie de changer, et qu'ils revendiquent de pas changer. Et comme on est un groupe d'êtres humains sur cette planète, il y a tous ces choix. Voilà, il y a tous ces choix, et c'est pour ça qu'il y a, il y a une diversité énorme qui est géniale. Tu vois, si tout le monde, s'il n'y avait pas d'antagonistes, c'est-à-dire que tout le monde voulait créer une planète merveilleuse avec de l'amour, etc. En tout cas, sur cette planète, c'est pas ça qu'on a à vivre. Voilà. Mais moi, pareil, j'aimerais bien quand même que la conscience soit là. Donc c'est ça que je suis pas prête à lâcher, en fait. Tu vois. Si je lâchais complètement, je dirais, voilà, que chacun s'exprime, et que bon, on voit ce qui vient. Mais ça, j'ai du mal. Ok. Oui, j'ai du mal. Un grand merci, Anne, pour t'être confiée en transparence sur voilà, ce qui t'a traversé, ce qui t'a poussé, animé, vécu. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant de te découvrir. Voilà. Oui, les rencontres. De voir vraiment ton essence. Je pense qu'elle transparaît à travers cette émission, et pour moi, c'est vraiment le plus important. Merci d'avoir joué le jeu.
Voilà, chers internautes, j'espère que ça va avoir l'occasion de vous inspirer. S'il y a un but à cette émission, c'est vraiment ça. Et écoutez, si jamais les internautes souhaitent pouvoir te joindre, te contacter, est-ce qu'ils ont un moyen? Oui, oui, bien sûr. Comment déjà, une page Facebook, oui, c'est quelque ça. chose. Il y a la page Facebook de l'association de yoga qui s'appelle Arc-en-Ciel Yoga, donc Arc-en-Ciel Yoga sur Facebook. Et mon nom, c'est Anne-André Paris, aussi une page sur Facebook. Voilà. Donc voilà, vous avez les liens juste sous la vidéo, comme ça vous évite d'avoir à aller chercher, vous avez juste à cliquer. À bientôt Anne, voilà. Je ne peux que te souhaiter écoute, le meilleur de toi-même. Je pense qu'elle sait exactement ce qui est bon pour toi et tu as l'air de suivre bien le fil, donc continue à suivre le flow comme tu le fais, avec ton plus grande joie. Okay. Au revoir et peut-être à bientôt. Merci.